Merci d'être avec nous, il est 19h31, on est en direct chez la tribu de Baba. Merci d'être là les chéris. Dorothée sera de retour sur nos écrans dans l'émission Merci Dorothée, qui sera diffusée le vendredi 24 janvier sur TF1. Je suis fan de Dorothée dans cette émission présentée par Nikos. Et ils reviendront sur l'immense carrière de Dorothée. Vous savez, je n'ai jamais caché, je l'aimais beaucoup. Et elle a parlé à Télé Grande Chaîne. Elle m'a fait extrêmement plaisir parce qu'elle a dit « Je suis téléphage. Je regarde beaucoup de séries, de documentaires, des magazines sur les affaires criminelles et certaines émissions politiques. » Un peu comme moi. J'apprécie aussi Nikos Aliagas et Cyril Hanouna. Donc merci Dorothée. Car ils sont souvent en direct, ce n'est pas évident, alors chapeau. Et nous, sache que moi je t'apprécie voilà, grandement. Voilà, et que je serai toujours là si tu veux venir nous voir. Je l'adore, elle était venue, c'est un amour. Moi je suis fan de Dorothée. Et j'embrasse également Jean-Luc Azoulay. Là, ça c'est énorme aussi. Il y a un article, des révélations de l'Informé, sont-elles vraies? Ils disent que ma société de production, H2O Production, tomberait dans le rouge. C'est donc ce journal qui a dit ça, qui aurait consulté les comptes sociaux d'H2O Production et qui en ont déduit un tableau. Et en 2023, le résultat serait une perte de 8 millions d'euros. Voilà, donc non, c'est pas ça. Voilà, c'est pas ça. Donc tout va bien, je voulais vous rassurer, tout va très bien. Pour H2O, voilà, tout va bien et on les embrasse en tout cas. Je vais leur expliquer pourquoi, voilà, il y a ce petit delta. Je vais leur expliquer bientôt. On a eu voilà. Exactement. On a dû payer des gens, voilà, exactement, des salariés, voilà. Il y a eu des primes exceptionnelles. Voilà. Bon, on va dire ça. Voilà, mais tout va bien. Pour H2O, c'était bien sûr prévu, donc tout va bien. Donc voilà, ne vous inquiétez pas si vous avez vu ça. H2O continue, tout va bien. Et parce que je sais qu'il y a des salariés qui ont eu peur, tout va bien. Et on n'est pas dans le rouge, on est bien. On est très bien. Voilà. Je sais que vous aussi, vous faites partie d'H2O, vous inquiétez pas. Tout va très bien. Non, mais parce que c'est important quand même, parce que je dis ça aussi pour les salariés. Il y en a qui ont eu des primes exceptionnelles. Elle concerne le président de la société. Merci. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est pour ceux qui bossent. Hein. C'est une question. Pour ceux qui bossent, c'est Les primes, c'est pour... Un influenceur réalise le salto arrière le plus dangereux de l'histoire. Regardez, c'est un truc de fou. Regardez. Okay, this is very dangerous. I'm about to do a backflip off the hand of God. If I fall, it's over with. Let's go! Let's go! Sur le monument, la main de Dieu. Faut enlever l'air, là, hein. Sinon je vais m'énerver grandement, je vous le dis. C'est au Guatemala. Mais là, bon, la vidéo est après. Pourquoi vous parlez fort comme ça? Je sais pas, parce que je suis dans l'émission. Mais c'est énorme, c'est au Guatemala. Ouais. Je crois que c'était un mec du public. Mais évidemment, comme c'est un accès public, parce qu'il y a des marches, tout le monde peut accéder, je me suis un peu douté qu'on ne pouvait pas risquer de tomber comme ça, prendre des risques. Vous avez 30 secondes, hein, je vous le dis. Oui. Voilà, 30 secondes, le temps de terminer. Et donc, du coup, j'ai appelé mon correspondant au Guatemala qui m'a envoyé la photo de la main du monument, donc un filet en dessous. Donc, il se la raconte. Enfin, s'il tombe, il tombe dans le filet. Donc, c'est pas très non plus si impressionnant que ça. Ah, quand même, attends. Oui, il y a un filet en dessous. Ça que je veux dire. Même avec un filet, tu le fais? Non. Ah ouais, non, mais, je te le dis. Le filet, il n'est pas très grand, hein, pardon. Non, il n'est pas très grand, il peut passer à côté. Étudié pour, quoi. Il peut passer à côté. Non, mais, alors, figurez-vous, on a un problème. On a un problème, c'est sur les plages australiennes. Les plages australiennes ont fermé car elles ont vu l'apparition de mystérieuses boules. Alors, je ne sais pas si Fabien Lecoeuvre était en Australie dernièrement. Putain, on avait tous... 9 plages parmi les plus prisées de Sydney ont été fermées hier après la découverte de boules échouées sur le rivage. Regarde. Les mecs! C'est incroyable. Alors, qu'est-ce que c'est que ces boules? Alors, on ne sait pas. Ça pourrait être de l'huile qui s'échappe des égouts et qui s'amasse. Et ça fait des petites boules blanches et de couleur. Ah ouais? Il y avait eu ça il y a quelques mois. C'était des boules noires. Et en analysant, ils avaient vu que c'était du diesel et des eaux usées. Ça faisait des petites boules également. N'empêche que ça peut être très dangereux. Ils n'ont pas de certitude. Et effectivement, les plages ont été fermées. Je vais vous montrer maintenant la nouvelle collaboration de la marque Nike. Alors on va dire aussi également Adidas et Patrick, les chaussures Patrick. La marque a dévoilé sa nouvelle collaboration avec Lego. Regardez, ils ont fait des choses. Énorme. Ouais.
Des baskets, c'est Sergueï Boudachev qui a créé des baskets 100% insolites, fusionnant l'univers des jouets Lego avec l'esthétique sportive de Nike. Voilà. C'est absolument. Voilà. Donc ça, Guillaume Janton, je pense qu'il va en prendre. C'est original. Non mais je vous le dis. Lionel Stan, s'il est en régie, on enlève l'air là. Je te le dis Lionel, hein. Ça va chier. Merci. Merci Lionel, occupe-toi de ça parce qu'il n'y en a pas un qui est capable de le faire ici. Merci. Un modèle de 25 ans affirme avoir couché avec 1057 hommes en 12 heures. Cette star d'OnlyFans de 25 ans nommée Bonnie Blue, Bonnie Bluetooth apparemment, a battu un record du monde en couchant avec 1057 hommes en 12 heures seulement. Regardez la vidéo qu'elle a faite pour annoncer son record. Regardez. Okay, 500, check. 600, done. 800, done. 900, done. The big 1000 was well and completely done. Merci, oui. Ça fait un homme toutes les 41 secondes. Alors, elle les a groupés par 5. Et ça fait un homme toutes les 41 secondes. C'est de la folie, santé, quoi. hein. Mais elle fait quoi avec les hommes, hein? Non, Un groupe de 5. On va pas rentrer dans les détails, mais c'est très technique. C'est plus, c'est une organisation. Ouais. C'est pas, elle n'a pas fait l'amour. Non, c'est vrai, c'est une organisation. Elle n'a pas fait l'amour avec 1000 personnes, c'est impossible. Ouais. C'est plutôt, comme on terminait, c'est l'orgasme avec 1000 hommes. Mais c'est pas, elle n'a pas fait l'amour avec. Toi, Christian? Elle n'a pas fait l'amour avec plus de 1000 hommes, c'est impossible. Donc, c'est en fait, les hommes sont à côté, mais je ne sais pas comment le dire en des mots choisis. Les hommes sont à côté, ils se chauffent, entre guillemets, et quand ils sont au point de l'extase, ils arrivent avec la fille. Voilà, autrement, c'est impossible. Ah, c'est un dépose. Voilà. Oui, ok. Eh oh, tu sors. Non, mais. Sors. Je t'ai déjà dit pas d'humour. Pas d'humour. Pardon. C'est pas ton truc. Hein, tu ne fais pas d'humour. Mais on est d'accord qu'elle gagne de Reste l'argent. dans ton couloir. Elle gagne de l'argent pour avoir fait ça. Ah, je pense, bah oui. Bah, du coup, moi, il y a un truc qui me déplaît. En fait, Kelly, elle en avait parlé très bien la dernière fois et je suis hyper d'accord avec J'ai eu elle. très peur, je croyais que vous alliez dire Kelly voulait faire ça. Non, elle avait Non, parlé c'est pas de son ça genre. et il y a un truc Oui. justement d'un peu de... Encore une fois, voilà, une sorte je sais pas, de voyeurisme, de travailleur du sexe, de banaliser l'acte sexuel et tout qui me plaît pas parce qu'en fait, ça donne une impression à des jeunes filles qu'elles peuvent gagner de l'argent facilement en faisant n'importe quoi et en vendant leur corps aux hommes et ça me plaît pas. Je crois qu'elle a gagné 750 000 $ l'année dernière Ouais, avant de c'est faire bien, ça. Ah ouais. Ouais. Quand même. Ouais. Ah, je vais vous montrer un truc. Il y a un automobiliste qui a tourné au mauvais endroit. Il a fini dans la piscine d'un hôtel. Regardez. Les mecs. Merci, bonsoir. Il a touché le fond. Il se rendait à un entretien d'embauche en Turquie, à Bodrum, et effectivement, il a tourné et il est tombé dans la piscine. Il a pu se sauver, la voiture est hors d'usage et il porte plainte parce qu'il dit qu'il n'y avait pas de panneau de signalisation qui lui indiquait le danger de tourner. Il était bourré ou comment? Non, il allait bosser, donc il n'a pas eu le boulot en plus. Alors, il allait bosser, vous pouvez pas savoir ce que c'est, vous, autour de la table. C'est pas faux. Mais il faut avoir les nouveaux problèmes, c'est avec les voitures électriques, on risque l'électrocution maintenant. En plus, c'est une voiture qui tombe dans l'eau comme ça, c'est une mort, la Claude François. Avant, les voitures. La batterie, elle est protégée. Non, allô, oui. C'est pas comme ça que ça. Quoi, attendez. Comme ça que ça marche. Oui. Oui, c'est M. Admoula, oui. Oui. Comment ça? Il y a un poisson qui aurait porté plainte, pareil que vous l'avez dépouillé. Je précise que c'est Je précise que c'est 100% naturel et qu'il n'y a pas d'écailles de poisson. Toi? C'est mon fils qui me demande s'il peut dormir à la maison, bien sûr, mon chéri. Vous avez plein de problèmes ce Tant soir. que tu es avec moi, bien sûr. Il y a de l'air. Je vous le dis. Vous êtes chaque fois, Non, là. mais il y a un air, là, sans rigoler. Si je suis malade, dans les prochains jours, je vous dis tout de suite, je porte plainte contre vous, j'en ai rien à foutre. Ça va vous coûter très cher, je vous le dis, ça va Vous vous ne coûter serez très pas cher. malade, vous êtes solide. On l'entend encore, l'air. Ah, les mecs, je vais... Attention, je vous dis, ça va chier pour votre... Vous avez expliqué que c'était le ventilateur. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Il nous avait expliqué que c'était le ventilateur des projecteurs. Le ventilateur des projecteurs. On va voir, tu vas voir. Non, mais c'est pas un courant d'air qui va vous abattre. Tu vois. Calme-toi, va. Bah oui. Ah, c'est bon, ça va. Ah, tiens, bah justement, on va parler d'un collègue à vous. Ah oui? Un requin-baleine. Qui ça, elle a dit? Des pêcheurs ont sauvé et libéré un requin-baleine, regardez. Les mecs, je vous le dis, hein.
Là, c'est en Inde. Et ça s'était produit l'année dernière aux Philippines. En fait, ils se prennent dans les filets. Ouais. Les pêcheurs mettent des filets, y compris près du bord, et les requins arrivent, se mettent dans les filets. Donc, ils tentent de le... Ça vous est déjà arrivé à ça, vous? Non, mais vous devriez faire l'émission d'ici parce qu'ici, il n'y a pas de courant d'air. En attendant que ça se calme, comme ça, restez au milieu. Non, je veux régler cette affaire. Je vous le dis. On va se retrouver dans un instant, je vais gérer ce dossier. Je vais gérer le dossier. Ça va faire des vagues, là. j'ai fait une rencontre de fou ce midi, parce que la semaine dernière, en fait, j'ai parlé d'Édouard Philippe, que je connais pas. Ouais. Et on va pas se mentir, c'était pas ouf. C'était avec vous, Géraldine. C'était pas très élogieux. J'en disais du bien et vous aviez... Non, mais j'ai dit Édouard Philippe, c'est pas lui qui va, voilà. J'ai dit, les mecs, là, il faut que ça tape plus fort. Sur qui je tombe au restaurant aujourd'hui? Édouard Philippe. Voilà. On en parle dans un instant. Tout de suite. Merci d'être avec nous. Il est 19h50, on est en direct et c'est Touche pas à mon. Merci d'être là. Je voudrais juste faire un petit coup de cœur. C'est un coup de cœur pour un habitant de Villeneuve-Saint-Georges qui a passé un coup de gueule contre Louis Boyard. Je connais Louis Boyard, mais il n'habite pas ici, parce que Louis Boyard, en fait, il veut se présenter à Villeneuve-Saint-Georges. La mairie. C'est peut-être pas... Alors, c'est quand même une mauvaise nouvelle pour les habitants de Villeneuve-Saint-Georges, mais pour nous, c'est pas une si mauvaise nouvelle que ça, parce qu'il va rester dans son périmètre, hein, et limite, celui qui veut aller le voir, il va à Villeneuve-Saint-Georges. Voilà. J'y vais rarement, j'aime beaucoup cette ville, mais j'y vais rarement. Donc s'il est maire de Villeneuve-Saint-Georges, bon, vous imaginez quand même, si vous avez, votre maire, c'est Louis Boyard quand même. Vous vous rendez compte ou pas? T'as même pas envie d'aller faire une fiche d'état civil? Tu vas même pas, tu restes chez toi, toi. Derrière, on entend, ils disent c'est horrible. Ouais, c'est vrai, bah oui, je sais. Tiens, regardez, c'était mon prof de SF, mon prof de ski, lui. Et il a gardé le pull. C'est lui qui m'a fait passer mon flocon. Non, mais c'est vrai que je vous le dis, non, mais franchement, t'imagines, ton maire, c'est Louis Boyard. Non, Tu déménages. Non, mais bien sûr, bah oui, bravo, Elisa, oui, tu déménages, regardez. Louis Boyard, c'est votre ami? Bah oui, c'est mon pote, je connais bien. En tout cas, il est chaud, mais il habite pas à Villeneuve. Je sais pas comment il va faire. Ah bah lui, il prétend vivre à Villeneuve. Hein. Ah, c'est faux, il habite pas à Villeneuve, lui, il habite à Créteil. Là, il a une adresse depuis le mois de décembre à Villeneuve-Saint-Georges. Il s'est inscrit sur les listes municipales. Et comment il a fait pour avoir une adresse aussi rapidement? Il y a des gens qui galèrent 5 ans, 6 ans pour avoir une maison ici à Villeneuve. Et que lui, parce qu'il veut être candidat, il a une adresse aussitôt. Il se sert de vous un peu, vous avez l'impression? Exactement. C'est déjà, il se sert de la misère des gens pour prendre l'ascenseur social hein, et c'est au sommet. Et je l'adore, ce mec. Il est incroyable. Vous avez vu cette pertinence? Non, mais franchement, il a tout compris, en fait. Voilà, et j'adore. Bravo à lui, en tout cas. C'est nul parce qu'il se présente dans une ville qu'il ne connaît pas, mais c'est pas illégal non plus, parce qu'il suffit d'avoir une domiciliation, on peut s'inscrire, avoir une sorte de... Alors, Natage fiscale. Le journaliste, il s'est rendu dans l'immeuble où Louis Boyard a domicilié sa nouvelle adresse, sauf que son nom n'est inscrit nulle part. Voilà, sur un téléphone. En plus, moi, je pensais à la base que Louis Boyard, il habitait dans son fort. Lui, c'est que son nom n'est même pas sur la sonnette. Il n'y a aucune mention de Louis Boyard. Est-ce qu'il vit ici? Vous connaissez? Non, ça ne vous parle pas? Donc là, on se trouve dans l'immeuble où Louis Boyard a domicilié sa nouvelle adresse depuis le mois de décembre pour s'inscrire sur les listes électorales et se présenter à la mairie de Villeneuve-Saint-Georges. Mais ici, personne ne le connaît. Personne ne le connaît. Ouais. Alors, finalement, Jordan Florentin a réussi à trouver Louis Boyard. Bravo à Jordan, d'ailleurs, qui est très bon. Il a frappé à sa porte, sauf qu'il n'avait pas vraiment envie de répondre aux questions. Regardez, Louis Boyard, il voulait rester seul chez lui. Vous en pensez quoi, Gilles Verdet? Je pense que sa campagne éclair pour Villeneuve-Saint-Georges a peu de chances d'aboutir. Ah, attention. Il a fait un gros score aux européennes. Oui, je sais, mais c'est sa circonscription. Hein. Oui, je sais. Mais il va avoir du mal. Il va avoir du mal parce qu'il y a plein de listes. Pas sûr. S'il y va, c'est parce qu'il est sûr de gagner, tu crois pas? Non. Il peut Il tente, et puis c'est vrai qu'il a envie de quitter l'Assemblée. Ouais, mais le truc, c'est que s'il est maire, il n'est plus député. C'est ça. Mais il a envie d'une implantation locale. Je sais pas où il me dérange le plus. Je pense quand même à l'Assemblée. Hein. Oui. Moi, je peux vous dire qu'il y a énorme. Je pense que les autres députés vont. Moi, je suis à 2 doigts de m'inscrire. D'habiter Villeneuve-Saint-Georges pour voter pour lui, pour qu'il sorte de l'Assemblée. Hein. Je vous le dis, je suis à deux doigts. Après, moi, je trouve qu'on peut être plus une imposture à l'Assemblée et brasser de l'air que quand on est maire. Bien sûr. Je pense qu'il y a vraiment un travail du réel. En parlant de brasser de l'air, là. Non, mais ça. Parlant de brasser de l'air. Laver de l'air, non. C'est bon, merci. 2 minutes, là, Thomas. Il y a ma mère. Vous savez qu'il y a mon neveu qui travaille avec moi.
Oui. Et c'est incroyable parce que ma mère, très énervée, Elliot, il peut pas arrêter la clim, hein? C'est mon neveu. Il est déjà parti. Hein, non mais donc elle était très énervée. Elle voulait que mon neveu s'occupe de la clim. Il est au digital, hein, mais c'est pas grave. En plus, ce qu'il faisait, c'est pas grave. Alors regardez Louis Boyard. Bonjour Monsieur Boyard. On venait voir si vous aviez... Ah, on nous a fermé la porte. On venait voir si Monsieur Boyard était bien domicilié ici. Bon, en attendant, il est bien domicilié ici. Alors, vous venez de le voir dans cette séquence absolument dingue, alors que nous pensions simplement interroger le voisinage de l'adresse de campagne de Louis Boyard en demandant s'ils avaient déjà vu l'élu ici dans leur ville. Eh bien, alors que tout le monde nous dit non, eh bien, finalement, nous sommes tombés nez à nez avec Louis Boyard qui nous ferme la porte de son adresse de campagne avec une extrême violence. Ce qui confirme, en fait, en réalité, puisque tous les habitants nous disent ne jamais l'avoir vu ici, qu'il vient seulement d'emménager à Villeneuve-Saint-Georges au mois de décembre pour y mener sa campagne pour les élections municipales. Merci. Bon, c'est incroyable. Voilà. Bon, c'est Louis Boyard. On n'a jamais fait une séquence aussi longue sur Louis Boyard. On risque pas de se débarrasser de lui à l'Assemblée. Hein. Ouais, exactement. Merci Elisa, je vois que vous êtes fan également. Allez, on va faire les images du jour. On va commencer avec la 5e image du jour. C'est le nouveau-né, non pas de Dorothée. Le nez de Dorothée, qu'on se le dise. Merci. Le nouveau-né de la présidente du Pérou. Eh oui, une présidente au Pérou. Elle s'appelle Dina Boluarte. Elle s'est fait refaire le nez en toute discrétion. Sauf qu'elle a voulu le faire en toute discrétion, mais apparemment, ça a posé un problème. Parce que c'est qu'elle l'a fait sans en informer le Parlement, alors que la loi exige qu'en cas de complications pour sa santé, il faut le dire. Regardez son explication. Qui s'est déjà fait refaire le nez ici? On peut le dire. Hein. Voilà, vous, Polska, je sais. Vous nous direz ce qui est d'origine dans un instant. Merci. Oui, j'ai subi une opération chirurgicale. Mais ce n'était pas une opération esthétique. Cette intervention était nécessaire et indispensable pour ma santé. La décision médicale de subir cette intervention a été prise en garantissant que je n'aurai aucune difficulté à exercer mes fonctions de présidente de la République. Alors, vous avez vu, c'est fou ça, Gilbert. Oui. Alors en fait, c'est abandon de poste. On lui reproche d'avoir abandonné son poste le temps de l'opération. Alors elle dit qu'elle a signé des dizaines de décrets sur son lit d'hôpital, mais comme elle n'a pas prévenu, vous l'avez souligné, elle peut être non seulement destituée, mais elle risque 2 ans de prison. C'est la loi, voilà, c'est la loi au Pérou. Le précédent président a d'ailleurs été destitué lui-même. Donc elle est vraiment fragilisée. C'était qui lui reproche? Pardon. C'était opposition ou c'était réparateur? La loi. Alors ça n'a pas d'importance. Si c'est réparateur, là, non, mais oui, ce qu'on lui reproche, c'est de ne pas avoir signalé. Oui. Et donc, elle n'était plus en état d'exercer son job. Polska, vous avez fait une rhinoplastie ou 2 fois? Oui, il faut faire très attention parce que, par exemple, là, j'ai pas dormi de la nuit parce que je souffre de migraines de nez atroces. Ah ouais? Ah oui, c'est horrible. Et toute ma vie, j'ai l'impression que vous avez... Je sors des cratères de mon nez. Non. Je vous jure, c'est des crottes de nez comme ça. Ah, mais c'est vrai. Eh ben, tu restes en tout cas, vous êtes extrêmement sexy, vous. Hein, y a rien à dire. Franchement, elle sort... Mais du coup, avec les ongles, j'arrive à vraiment bien choper. Voilà. Elle a mis le paquet, là. C'est ça son problème. Mais toi, Doliprane dans le nez. Quoi, vous, devant votre fiancé, vous enlevez? Oui, comme ça, pour bien sortir tout. Sortez. Elle a pas mis de bas? Si, mais c'est minimaliste. C'est très... c'est minimaliste. Ah, ouais. C'est une ceinture. Hein, non, mais sérieux. Dis-moi, elle a cru qu'elle allait à la piscine, il faut un slip de bain. Après, ça lui va très bien. Oui, mais j'ai pas vu. J'ai juste vu qu'elle se tenait ici, plus bas que d'habitude. Je me suis dit, oula, malheureux. Allez, la 4e image du jour, c'est un clash entre un entraîneur de foot et des parents de joueurs qui commencent à faire le buzz. C'est un entraîneur des U13. Regardez ce qui s'est passé. C'est vrai qu'il y a énormément de clash entre les entraîneurs de foot et les parents. De plus en plus, hein, c'est un truc de fou, ça, regardez. Ferme-la ta gueule, frapper. Je vois qu'il est capable de frapper. Il était tranquille, le match. Le match, il était tranquille, là. C'est toi qui as ouvert ta bouche de merde, là. Elle a ouvert sa bouche de merde, le match, il est tranquille, là. Ferme-la ta gueule de merde, là. Tu es au football, là.
Bon, Bon enfant. Quoi, C'est un peu à l'inverse de ce qu'on voit d'habitude. C'est-à-dire, en ce moment, il y a effectivement, vous le disiez, beaucoup de parents qui agressent des entraîneurs parce qu'ils pensent que leur enfant, c'est Mbappé, et donc, du coup, il les engueule, il les agresse. Là, c'est l'inverse. C'est un discours sexiste de l'entraîneur. Elle lui reprochait sans doute de parler violemment aux enfants, et c'est vrai que ce qu'il dit, Cyril, c'est pas très élégant. Elle a engueulé l'entraîneur parce que son fils jouait pas assez. C'est exactement le même principe qu'à l'école, où avant, quand tu prenais une mauvaise note, ton prof t'engueulait, après tu te faisais engueuler par tes parents. Maintenant, tes parents viennent engueuler le professeur parce que t'as une mauvaise note. Non, là, c'est pareil, les parents engueulent. Hein, c'est qu'il parlait mal aux joueurs. Qui était au match. Mais alors, mais fais ce qu'il veut. Qui était au match. Vous y étiez, vous? Qui était au match. Non, mais vous étiez au match, vous? Non, j'y étais pas. Vous étiez au match? Alors, non, voilà. Ah, d'accord. Vous bossez les émissions un peu. Ah, lui, il est plus occupé. Il est plus occupé à trouver une domiciliation à Villeneuve-Saint-Georges. Elle perd sa carte d'identité. Après avoir usurpé l'identité de plusieurs victimes, des escrocs en ont profité pour détourner 18 millions d'euros à leur nom. Elle perd sa carte d'identité, des escrocs en profitent pour détourner 18 millions d'euros. Regardez. En 2015, Virginie Rosselot perd sa carte d'identité. 2 ans plus tard, elle se rend compte qu'elle est victime d'usurpation d'identité. Des escrocs ont en fait acheté cet immeuble en son nom à Pantin. La Banque Palatine lui réclame plus de 400 000 euros pour rembourser le prêt immobilier. Les escrocs ont transmis sa carte d'identité à des faussaires qui ont fabriqué de faux documents. De quoi contracter un crédit immobilier auprès de la Banque Palatine et acheter l'immeuble grâce à une notaire aujourd'hui accusée de complicité. 9 personnes sont aujourd'hui jugées, suspectées d'avoir détourné 18 millions d'euros via 58 prêts immobiliers frauduleux. C'est incroyable. Elle a vécu un enfer. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quand même très curieux cette histoire. D'abord, si elle a déposé plainte pour vol de sa carte ou perte de sa carte, elle est protégée. Donc elle n'a pas dû le faire. C'est pas si facile que ça. T'as plein de sujets là-dessus sur des gens qui se sont fait usurper leur identité. C'est pas si facile que ça. Chez le notaire, il faut être là pour signer l'immeuble. Il faut être là pour signer. Tu ne peux pas signer un immeuble. Très bizarre. Gilles Verdez. En fait, ils ont pris sa carte d'identité. Ils ont donné ça à des faussaires qui ont refait des papiers avec son nom. Voilà. Et donc, c'est pas sa photo qu'il y avait, mais son nom a été utilisé pour de multiples escroqueries. Ouais. Le fisc a prélevé son salaire directement. Elle a été fichée 5 ans à la Banque de France. Elle a vécu un enfer. Pour qu'il y ait 9 personnes jugées, c'est que l'escroquerie en bande organisée était extrêmement bien faite. Et elle n'a rien pu faire malgré sa plainte, Bernard. Non, mais moi, je ne savais pas qu'on pouvait acheter quelque chose sans présence physique de la personne. C'est ça qui est étonnant. Mais il y avait une présence physique de son nom. Il n'y avait pas la photo. Voilà, c'est les papiers, c'est son nom qui a été détourné. C'est son nom, mais c'est pas son apparence physique. Non, mais il a raison. Non, mais c'est vrai cette histoire. Il y a beaucoup de gens qui ont porté plainte. Il y a beaucoup de gens qui ont porté plainte. Ah, on va passer à la deuxième image du jour. Alors celle-ci, elle est magnifique. C'est la déclaration d'une journaliste pendant l'interview d'Éric Coquerel sur France TV. Sur France Télévisions, donc il y a Éric Coquerel, le député LFI NFP, celui-là même qui a dit que Bruno Retailleau était moins fréquentable qu'un OQTF. Dont il parlait. Voilà. Une journaliste a glissé pendant l'interview. C'est le meilleur Coquerel. Elle pensait que son micro était coupé. Donc sur France Télévisions. Imaginez si ici on avait fait la même chose avec Jordan Bardella. Oui, exactement. Voilà. Gilles Verdez, je pense que ça vous choque. Ah bah bien sûr que ça me choque. Alors, on va regarder. Bravo Gilles Verdez. Ah oui. Mais vous l'aimez bien, Éric Coquerel? Ça n'a rien à voir. Mais vous l'aimez bien, Éric Coquerel? J'aime bien Éric Coquerel. Vous avez le droit de le bien aimer. Vous avez tout à fait le droit de bien aimer. Ça n'a rien à voir. Éric Coquerel. Ouais, mais vous avez tout à fait le droit de bien aimer. Ah, bravo Gilles Verdez, c'est bien de le dire, mais vous le dites à l'antenne. Pas comme elle, quand elle croyait que son micro était coupé. Au moins Gilles Verdez, il a le courage de ses opinions. Voilà, vous aimez bien Éric Coquerel. J'aime bien Éric Coquerel, oui. Il aime bien Éric Coquerel. Il occupe des fonctions. Vous aimez bien Éric Coquerel? Enfin, je l'aime bien, on peut discuter. Non, mais vous avez raison de dire les choses. Bien. Et bravo. Bravo de le dire, regardez. Nous, ce qu'on souhaiterait, c'est qu'on revienne à la règle normale, qui n'est plus le cas depuis que les macronistes sont minoritaires, c'est-à-dire qu'il y a un vote de confiance. Ça, c'est dans n'importe quelle démocratie, un gouvernement cherche à savoir s'il a une majorité pour gouverner. Bon, il ne le fera pas, d'où la motion de censure. Donc non, j'attends rien. Alors, voilà. Gilles Verdez, vous aimez bien Éric Coquerel? Oui, j'aime bien. Ah oui, c'est un personnage que je trouve intéressant. Non, alors, vous avez vu ça? Non, mais sans déconner, ça, franchement. Non, mais bah, réveillez-vous. C'est pas bien du tout, parce que ça veut dire qu'on est... Mais pas lui, il aime bien Éric Coquerel, donc quelqu'un même qui est... Voilà, vous, le poisson-chat, là. Alors, le poisson-chat, exactement. La Méduse n'est pas vraiment choquée par ce qu'elle dit. Parce que d'abord, c'est du off. Et après tout, une journaliste, elle a le droit d'avoir, je sais pas, une sorte pas de tendresse, mais en tout cas...
plus d'empathie pour tel ou tel candidat. C'est juste que c'est du off. Et donc, si on en vient maintenant à choper des offs de journalistes en disant pourquoi t'as dit ça, pourquoi t'as pas dit ça et tout ça, on se doute qu'il faut être neutre à l'antenne. Mais malgré tout, si on est dans un off, et à ce moment-là, c'est juste que elle n'a pas été éteinte au moment où elle parlait. Oui, quand même. Ça confirme surtout de quel côté pensent les journalistes de France Télévisions et du service public. Ils pensent tous à gauche. Parce que c'est elle qui s'est fait. Ils sont à gauche, vous pensez? À gauche. À gauche. C'est sur elle que c'est tombé, mais ils sont tous dans le même cas. Non, mais c'est fou comme. Je sais pas ce que vous en pensez. Non, mais franchement, je trouve vraiment que c'est devenu insupportable. Tous ces journalistes à gauche. Non, mais qu'il y en ait de gauche. Non, mais oui, mais il y en a à gauche. Mais il faut qu'il y en ait oui. Voilà, c'est le meilleur Coquerel, ça veut dire je vote pour Coquerel ou je vote pour LFI. Est-ce que ça ne veut pas dire c'est un bon client, il est bon, il n'est pas langue de bois? C'est pas impossible. C'était peut-être ironique. Quelque chose quand il parle. C'est pas un robinet de trade. Il y a quand même une suspicion. Oui, Thomas. Oui, je trouve que les journalistes qui ont des préférences politiques, d'abord, je trouve ça normal parce que voilà, on en a tous après tout. Même à gauche. Tout le monde, voilà. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est pas du tout les journalistes qui ont des opinions politiques, c'est ceux qui croient sincèrement que les autres sont biaisés, mais eux non. Ça, j'aime pas du tout. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de journalistes. Du père Fouin, là il y a un certain nombre de journalistes, sérieusement, il y a un certain nombre de journalistes qui sont absolument convaincus qu'ils font un travail neutre et totalement impartial. Sauf que ça n'existe pas. Tous les journalistes et tous les médias ont un biais. Voilà. C'est pas grave, mais il faut l'assumer. Merci. On va parler d'un journaliste. C'est peut-être mon préféré, celui-là. Jean-Michel Apathy. Lui, c'est quand on tient un champion, je peux vous dire. C'est le meilleur buteur. Lui, c'est un champion. Alors, lui, il les met tout à côté. Lui, il s'en rigolait. Lui, il n'en met pas une dedans. Lui, sans déconner. Mbappé à côté, c'est Pelé. Il n'en met pas une dedans, c'est incroyable. Il peut être tout seul devant le but, il n'y a pas le gardien, il la met au-dessus. C'est un génie, si vous voulez que je vous dise. Et donc hier, il était dans l'émission Quotidien, d'ailleurs, deuxième talk de France. Non, ils sont deuxièmes, ils sont devant les autres. Et derrière nous. Jean-Michel Apathy. D'ailleurs, vous avez vu, en parlant de Quotidien, d'ailleurs, c'est énorme. Ouais. C'est énorme, merci, c'est bon. Quotidien, c'est énorme, en parlant de Quotidien. Vous savez que TF1 s'est porté partie civile contre nous au Conseil d'État, genre pour enlever la chaîne. TF1, ils ont dit on fait partie de ceux qui veulent enlever la chaîne. C'est quand même incroyable. C'est pas fou ça, c'est incroyable. C'est violent. C'est pas très confraternel. C'est un truc de fou. Donc vous vous rendez compte ou pas? Donc ils ont dit nous on se porte partie civile pour enlever la chaîne. C'est incroyable. C'est quand même fou. Vous saviez pas cette info? Je vous la donne. Je vous la donne. Et vous pouvez la vérifier, elle est vraie. Ils ont eu un signalement de l'Arcom il y a pas longtemps, la Quotidien dernièrement par rapport à un rappel à la loi. Un petit rappel à la loi. Pour avoir falsifié une vidéo quand même sur Bardella, où ils falsifiaient sans avoir mis que c'était une parodie, que c'était un montage. Ils ont balancé ça. Ils ont pris un rappel à la loi. Non, mais ce qui est énorme, mais ça c'est bon, on s'en fout, ça on connaît, c'est toujours comme ça. Mais ce qui est fou, c'est donc que TF1, je le dis. Et ils se sont constitués partie civile pour enlever C8 auprès du Conseil d'État. Pour dire on se porte partie civile. C'est quand même incroyable. Est-ce que ça vous a surpris? Est-ce que vous avez été un peu étonné? Franchement, je trouve que c'est pas malin. Je vous dis la vérité. Pour les téléspectateurs, c'est pas malin. Pour nous, mais pour les téléspectateurs, c'est pas malin. Et même pour la télévision en général, c'est pas malin. Et puis Quotidien, ils vont dire quoi? Ils vont dire sur leur communiqué, quand on sera plus là si on n'est pas là. Voilà. Si on n'était pas là, ils vont dire quoi? Ils vont dire on est premier talk de France, mais depuis qu'il n'y a plus TPMP. C'est complètement. Franchement, si je suis eux, je communique même plus si on n'est pas là. Franchement, ils vont passer pour des cons. Et c'est pas de l'arithmétique. Ils font pas 2 millions, ils vont pas récupérer 2,5 millions. Oui, non, mais c'est sûr. Non, mais comme ça. Ça va dire je suis premier quand il n'y a plus de deuxième. Bien sûr, oui. Ça va pas dire j'ai gagné Roland Garros s'il n'y avait pas Nadal. Non, mais voilà. C'est un aveu de faiblesse énorme de la part de TF1. Incroyable. C'est vraiment incroyable. Alors donc Jean-Michel Apathy, il était chez nos amis de Quotidien. Et eux, il a pointé du doigt tous ceux qui étaient invités au dîner là, de Donald Trump le 18 février. Et il n'a pas cité mon nom, il en mourait d'envie. Mais il avait encore dit que j'avais payé. Mais je vous dis, mais j'ai jamais rien payé. Même l'avion, je vais pas le payer. Tu sais pas que je suis une barre de fer, Jean-Michel? Tu peux me dire, même je mange avec n'importe qui, je vais pas payer. Elisa, tu me connais depuis 30 ans. J'ai jamais rien payé. Allez. À Mar-a-Lago, donc résidence de Donald Trump et Elon Musk, le 18 février, ce sera la grande fête. Il n'y aura pas beaucoup de femmes, visiblement, mais bon, il y aura les mecs, ça va être un peu comme dit Zuckerberg, le retour de la masculinité. Alors ça coûte entre, paraît-il, 10 000 et 100 000 euros pour être là-bas. 10 000 pour être à la fête. Trump.
et 100 000, peut-être que tu bouffes à côté de lui, quoi. Enfin, je sais pas. Le ticket. C'est horrible, enfin, c'est de la folie. Et il paraît, alors je ne sais pas les noms, il paraît qu'il y aura des Français qui se font plumer de 10 000 ou 100 000 $. Bon, mais j'ai pas les noms, j'enquête, mais j'ai pas trouvé les noms encore. Il y aura des Français. Et Alain Barthès, toujours courageux, qui rigole. Ouais. Ah, quand je l'appelle, il rigole moins. Faut vous dire, c'est vrai que là, au téléphone, même lui, je l'entends en vibreur. C'est sûr que quand je l'appelle, c'est un autre délire. Hein. Je l'ai appelé une fois, j'avais l'impression qu'il muait au téléphone. Mettez-vous 2 secondes à leur place, quotidien, TF1, etc. Par rapport à ce que vous représentez, ils se sentent, pour plein de raisons, nécessairement supérieurs, et vous leur mettez une raclée tous les soirs, soir après soir. C'est vrai que c'est chiant. Donc il n'y a pas d'autre raison, à mon avis, au fait qu'ils fassent ce genre de blague en boucle, et que TF1 aille, si on y réfléchit 2 secondes, alors qu'on leur demande rien, jusqu'à se porter partie civile pour bien signaler qu'ils seraient contents que TPMP ferme. C'est dire à quel point ils sont vénères en réalité. Et c'est dire à quel point... C'est quand même surprise, oui, parce que c'est petit, je trouve ça surprenant quand même. C'est mesquin. Oui, c'est ça, mais ça prouve la colère, justement. Et vous pensez qu'après, il y a eu des sortes de renvois d'ascenseurs, par exemple, quand LCI est avancé au niveau des canaux de TNT ou pas? Non, mais ils s'en foutaient, le Conseil d'État. Non, LCI est très loin au niveau des chaînes et tout ça. Oui, non, mais ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. Les seuls qui n'ont pas bougé, c'est ces stars, qui ont resté en 17. Le reste, tout le monde a été avancé. Par ces stars, tout le monde a été avancé. Et le reste, voilà. Et puis, ils ont mis les 2 nouvelles chaînes, 18 et 19. Les pauvres, je peux vous dire déjà que ça va pas être joli. Alors, déjà, pour les trouver, les mecs, c'est comme quand tu trouves une clé dans Fort Boyard. Hein, je peux te dire. T'es content, les pauvres. Bon, voilà. Mais bon, donc Jean-Michel, non, il paye pas. Il y en a plein qui payent pas. Jean-Michel Apathy, on a invité. Voilà, si tu veux, tu viendras avec moi. Par contre, moi, je veux bien que tu me donnes un petit billet pour que je t'amène avec moi. Merci. Non, mais c'est sûr. Oui, qu'est-ce qui se passe? Oui. Non, là où il se trompe, c'est quand il dit 10 000 Français, 10 ou 100 000 euros, ils vont se faire plumer. Mais les gens qui vont là-bas, ils les ont, les 10 000 euros. Non, mais il n'a pas compris. Qui rêvent, c'est non, pas mais c'est pas n'importe qui. Mais même, non, mais pour dire, nous, des gens payent pas, mais ceux qui payent, sachez-le, c'est pas n'importe qui. C'est déjà des mecs qui sont invités. Ils sont invités et c'est une donation, en fait. Voilà. Et à l'entendre, il n'a jamais été invité. C'est comme quand on va au gala du PSG. C'est la culture américaine, c'est comme ça. Donc, la culture américaine, dès qu'il y a un gala, même de bienfaisance, on paye sa place 100 000, 50 000. Voilà, ça ne veut pas dire qu'on est un pecno. Non, mais je vous dis, c'est pas choquant dans les autres pays. Dans les autres pays, c'est pas choquant. Non, mais bon, non, mais si ça avait été un dîner Kamala Harris, il n'y aurait pas de souci, il n'y aurait pas eu de séquence. Oui, mais je ne serais pas allé. Non, merci, je ne serais pas allé. Je ne vais pas mettre, voilà, même gratuitement. Il y avait Elisa qui avait un coup de gueule, mais je vais le porter, puis vous allez dire pourquoi vous avez un coup de gueule. Sarah Knafo était invitée sur le plateau de LCI. Elle a révélé que les Algériens ayant des passeports diplomatiques venaient se faire soigner en France et repartiraient sans payer. Regardez ça, est-ce que c'est vrai ou pas? On va vous demander. Il suffit qu'un Algérien ait un passeport diplomatique pour avoir le droit de venir se faire soigner chez nous. Et d'ailleurs, vous avez la PHP qui se plaint parce que les Algériens laissent souvent des ardoises et repartent sans payer. Monsieur, vous disiez que c'était souvent aux frais de la sécurité sociale française. Tout à fait. Ils partent sans payer en plus. Attendez, vous dites que des dirigeants, on parle bien de dirigeants algériens qui partiraient de France après s'être soignés sans payer. Tout à fait. Il y a ma mère qui fait des commentaires sur Jean-Michel Apathy. Je ne vais pas les lire. Voilà, c'est tout. Et, oui, alors, qui est choqué par ça? Moi, je suis choqué, mais il n'y a pas que les Algériens. On sait très bien qu'il y a plein de... Bien sûr. Voilà, il y a plein de chefs d'État. Ça, c'est vrai. C'est pas une question de pays ou de nationalité. C'est de venir en France, de bénéficier des soins français et de repartir sans payer. C'est pas normal. Oui, c'est de la diplomatie. C'est-à-dire qu'ils sont là, on ne les fait pas payer, ils repartent, ils ont de meilleurs soins chez nous. Mais il y a plein de dignitaires et de chefs d'État qui font ça. Donc voilà, il n'y a pas que les Algériens. Alors, pourquoi tu ne le fais pas pour les Français? Alors, il y a des Français qui ne peuvent pas se soigner, qui restent sans rien, qui sont en galère. Tu as plein de gens. Alors voilà, on va dire, c'est toujours le même discours, mais moi je ne veux pas que ni l'Algérie, ni personne, ni aucun chef d'État, ils ont l'oseille pour payer. Bien sûr. Qui paye? Que le pays paye à la France. C'est-à-dire que toi, Français, tu y vas, on te dit, bah, la mutuelle, ceci, il te reste tant à payer quand même à ta charge. Quand on te soigne, et on apprend que tous les chefs d'État qui sont milliardaires, ils arrivent avec leur limousine, ils se font soigner et ils se barrent. C'est pas normal en fait. C'est personne normalement. Ils ont les moyens de payer. Normalement, ils devraient payer. C'est pas juste. Et puis, il m'est arrivé un truc exceptionnel. Ce matin, je partais, j'avais un rendez-vous. Il y avait un camion qui bloquait totalement, vraiment pendant des heures. Et je suis sorti de la voiture, voilà, très gentiment. Et donc, je parle au gars. Et à un moment, et le gars, il était incroyable. Parce que je pense aux Algériens. Il me dit, putain, mais c'est Cyril Hanouna.
Je suis algérien. Mais t'es tunisien. Et là, on s'est pris dans les bras, on s'est embrassé. Et voilà. Et après, il a bougé le camion. Mais il était incroyable, le mec. Parce que tout le monde l'engueulait. Et à un moment, et donc, moi, je lui parlais comme. Voilà. Et à un moment, il fait. C'est Cyril Hanouna, je suis algérien. C'est incroyable. Et c'est quoi le message pour un président? C'est-à-dire que les hôpitaux algériens ne sont pas assez bien pour moi, mais pour le peuple, allez-y, pour vous, c'est bien. C'est un message catastrophique pour les habitants. Mais comme je dis souvent, dans ce pays, c'est la formule, c'est on aidera tout le monde sauf les Français. Voilà. Et ceux qui travaillent ou ceux qui veulent travailler. C'est pas vrai. De toute façon, il y a un protocole de soins entre la France et l'Algérie. C'est un projet de loi qui a été examiné par l'Assemblée nationale. Il y a une convention de sécurité sociale. Et la Caisse nationale des assurances sociales algériennes paie pour les Algériens qui sont d'Algérie. Je ne crois pas un instant. Voilà. C'est pas toujours le cas. Je ne crois pas un instant. Mais il n'y a aucun les chefs d'État qui viennent se faire soigner. Je ne crois pas un instant. Donc le président Bouteflika qui est resté par exemple de longs mois hospitalisé en France, ça a été, ses soins ont été payés. Il y a des problèmes. Non, mais je pose la question. Je ne crois pas un instant. Si. Après, que ce soit des diplomates ou pas, que ce soit des diplomates ou pas, pardon, que ce soit des diplomates ou pas, peu importe, s'ils ont les moyens de payer, ils viennent se faire soigner en France, qui que ce soit, ils payent. Moi, j'habite entre deux pays. Il y a de l'air. Ah oui, j'entends. Je paye mes soins. Les mecs, je vais m'énerver, je te le dis. On l'entend. Je te le dis, il y a de l'air. Oui. Vous avez rappelé du mec qui avait avalé une souris vivante? Il a été condamné à 1 500 € d'amende, avec sursis. Bien quoi. Et encore. Une honte. Quoi? C'est une honte. Arrête un peu. Excusez-moi. Non mais l'autre, non mais sans déconner. Il y a des mecs qui sont dehors, ils ont fait des trucs de fou. Et lui, il y a un mec, il a voulu manger une souris vivante. Et tu veux le mettre en tôle? Non mais qu'est-ce que tu racontes? Tu crois qu'il va arriver? Il va être avec un gars. Qu'est-ce que t'as fait toi? Non, moi j'ai braqué 3 banques. Et toi? J'ai mangé une souris vivante. Cyril, con ce mec-là. On a fait une loi. Arrête un peu. Contre la cruauté. Je te rappelle que même de la dernière fois, moi j'ai trouvé une souris verte. Et je suis attrapé par la cuisse. Non mais je te le dis, donc faut arrêter les mecs. Ah non, faut pas arrêter. Il y a du vent. Mais une amende avec sursis. Avec sursis alors. On a fait une loi. C'est-à-dire s'il remange une souris, là il aura les 1 500 €. Faut vraiment qu'il soit con. Qui va toucher les 1 500? Il y a les ayants droit de la souris qui va toucher les 1 500 € d'amende. On a parlé de ratatouille. Et celui qui avait diffusé sur les réseaux 1 000 € avec sursis. Je vous rappelle qu'on a fait une loi contre la cruauté envers les animaux. Quand on tue un animal, c'est 5 ans de prison, la loi. 5 ans de prison. Et on condamne à 1 000 € avec sursis. Fallait pas faire une loi si c'est pour laisser tuer les animaux. Je m'en fous que ce soit une souris. Vous savez ce qu'il a fait? Il l'a mis dans sa bouche, il l'a ressorti, il l'a mâché, vivante, il l'a tué. Mais ça mérite 1 500 € d'amende avec sursis. Comment tu veux lui donner alors? Mais il faut arrêter. Il faut une forte amende. Il fallait une peine de prison avec sursis, Cyril. Arrête un peu. On tue pas t'es un malade, tu vas pas prendre une peine de prison avec sursis parce que t'as mangé une souris. Arrête de dire des conneries. La dernière fois, moi j'ai dit non mais attendez, Jean-Michel qui a bouffé le cul d'un hippopotame, il aurait eu quoi? Mais c'était... Il était bourré. Non. Il était bourré, il avait perdu un pari. C'était une hippopotame. Ah, il prend perpète? Non, mais c'est ça? C'était une hippopotame, Cyril. Une hippopotame. Merci. Si un étudiant fait du mal à votre chien. C'est très drôle. Mais non, mais c'est pas pareil. Je suis désolé. Donc vous faites des hiérarchies entre les animaux? Oui, je fais des hiérarchies entre les animaux. Alors dans ce cas-là, tu sais quoi? Tu t'écrases une fourmi, tu prends 2 ans de prison. Arrête de dire des conneries. Non, mais alors arrêtez quoi? Tu vas écraser un moustique, qu'est-ce que t'as fait? Pourquoi t'es là? La cellule, il y a 42 B, il y en a un qui a écrasé un moustique. Et l'autre, il a bouffé une fourmi. Arrêtez de dire des conneries. Il a tué la souris. Arrête un peu. Les huîtres, tu les bouffes vivantes. Les huîtres, il les bouffe vivantes. Les chiens, les chats, c'est pas pareil. Les chevaux, c'est pas pareil. Bah non. Votre imaginaire, mais la douleur de l'animal. Arrête un peu. Mais la douleur que j'ai, moi, tous les jours, de voir ta gueule. Un bonbon. Enlevez la clim, il va se calmer. Oui, c'est vrai. Non mais je vous dis, il y a de l'air là. On l'entend. Bien sûr qu'on l'entend. Oh, Jean-Michel. Non mais je vous le dis. Non mais je te le dis. Non. Il y a Cyril qui va nous mordre. Je te dis qu'il y a de l'air. On va se retrouver dans un. Ah, on va parler d'un génie là. Ah là, qu'il est gentil. Oula. Un ministre affirme, donc c'est François Rebsamen. Faut pas mettre un ministre, c'est François Rebsamen. Il est ministre de l'ameublement, de l'électroménager, boum boum, choisissez bien. Un ministre affirme respecter toutes les forces politiques, sauf le Rassemblement national. Il n'a pas compris qu'en fait le gouvernement, si le Rassemblement national dit on va déposer une motion de censure, il saute. Mais le gars, il dit ouais, j'ai un génie, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors c'est l'ancien maire de Dijon.
Oui. Peut-être une stratégie, c'est un copain de Hollande, vous savez. Ah ouais. Ancien ministre de Hollande. Ancien ministre de Hollande. Eh ben, quand des génies se retrouvent, ils font de la mayonnaise à tout de suite. Merci d'être avec nous, il est 20h25, on est en direct dans Touche pas à mort. Merci les chéris, restez avec nous dans un instant. On parlera d'un acteur très célèbre qui s'est fait attaquer par une raie. Ce sera dans un instant avec Big Laoui. Non, franchement, restez avec nous. Et restez avec nous parce qu'on va reparler de Pascal Obispo. Et apparemment, Fabien Lecœur avait quelque chose à dire. Parce que hier, Fabien Lecœur avait dit l'affaire du puzzle. Pascal m'avait écrit. Et attention, Fabien Lecœur, il a du lourd ce soir. C'est pas. Il y a un gros rebondissement. Merci, heureusement que vous êtes là. Merci. Restez, ça fera du bien. Et on va parler de l'arnaque du faux Brad Pitt. Alors là, restez avec nous. Il y a d'énormes rebondissements là-dessus. Je sais que ça a intéressé beaucoup de gens. Vous allez voir. Pour le moment, bonsoir Fabrice Division. Bonsoir. Bonsoir Fabrice. Bonsoir. Bonsoir Fabrice. Te pose pas trop de questions, ça, mon Fabrice? Ça va. Très bien. Excuse-moi de t'embêter. François Rebsamen. Il est ministre de l'ameublement, l'électroménager. Il est ministre de l'aménagement du territoire. C'est-à-dire qu'il arrive chez toi, il te dit non, la table, faut la mettre là. Voilà, c'est son métier. Donc voilà, donc lui après, dès qu'il sortira le ministre, il travaillera chez Bobeco, les meubles qu'il vous faut. On va citer également But et bien sûr Habitat. Il était invité sur BFM pour commenter le discours de politique générale de François Bayrou. Il a une phrase qui n'est pas passée auprès de tout le monde, peut-être ici. Regardez ce qu'il a dit, vous allez nous dire si vous êtes choqué ou pas. Chez vous, il est 20h27, on est en direct, vous avez vos petites pancartes, bien entendu. C'est pas pour les regarder, merci. En tout cas, il y a du oui. J'étais sûr que Thomas allait dire non. Polska, j'étais sûr qu'elle allait dire non aussi. Et Géraldine, écoutez, elle se sent comme un poisson dans l'eau, donc elle veut dire ce qu'elle veut. Regardez. Les Insoumis, moi je les respecte, je respecte toutes les forces politiques sauf le RN. Je le dis ici, mais c'est ma position. Et donc c'est pas du tout. Vous ne respectez pas le RN? Non, moi je respecte pas ceux qui portent, pas tous, heureusement, j'en connais dans mon département, mais ceux qui portent les discours de haine et d'exclusion de l'autre, c'est pas ma tasse de thé. Donc il a dit, moi je ne respecte pas le RN, donc c'est quand même... Voilà. Jordan Bardella a réagi, le socialiste François Rebsamen déclare ce soir respecter tous les mouvements politiques sauf le RN. François Bayrou devrait rapidement rappeler à son ministre que le respect dû aux 11 millions de Français électeurs du Rassemblement national est l'une de nos principales exigences. Et l'insulte à leur égard une ligne rouge qu'il vaut mieux ne pas franchir lorsque l'on fait partie d'un gouvernement minoritaire. C'est vrai que c'est pas... voilà. C'est vrai qu'il a raison. Tactiquement, c'est quand même pas bien joué du tout, cette affaire. Jean-Michel Maire. Non, puis d'ailleurs, c'est la lâcheté du gars qui dit « je déteste les gens du Rassemblement national », sauf ceux de ma ville, bien sûr, que je rencontre. Comme ça, le mec comme ça, il ne veut pas d'emmerde. C'est d'une lâcheté incroyable. Tout le monde est respectable. De toute façon, tu peux combattre certaines idées, mais les gens qui les défendent avec conviction, avec courage, et pour le bien, pense-t-il, pour le bien du pays, c'est des gens respectables quoi qu'il arrive. Moi, je respecte tout le monde, y compris les gens de l'extrême gauche. Voilà. Je suis pas d'accord avec eux, mais je respecte. Pied parce que François Bayrou, il a précisément relativement ménagé Marine Le Pen jusqu'à présent. Donc c'est très très con comme attitude. Oui. Patricia. Alors, non, en fait, moi, je ne suis pas choquée parce qu'en fait, ça ne m'étonne pas, parce que ce sont des arguments lamentables et qu'on a une gauche, en fait, qui n'arrive toujours pas à comprendre et qui n'arrive pas dans son logiciel, qui fait de la vieille politique avec des vieux arguments, avec une vieille stratégie. Et en fait, il y a un truc chez lui, une sorte de... je sais pas, de schizophrénie avec d'un côté, bon, je suis allée dans ce gouvernement, mais en même temps, je me bouche un peu le nez, si jamais on a besoin du RN, oulalalala, c'est sale et tout ça. Donc en fait, c'est ridicule, c'est lamentable, on n'y arrivera pas. Il n'y arrivera pas. Il y avait la jurisprudence Antoine Armand lors du dernier gouvernement, l'éphémère ministre de l'économie, qui avait dit aussi, moi je parle avec tout le monde, enfin ceux de l'arc républicain, sous-entendu, je ne veux surtout pas parler aux gens du Rassemblement national. En fait, ils ne comprennent pas. Et c'est incroyable de ne pas comprendre, décennie après décennie, d'avoir toujours les mêmes arguments totalement ridicules et fallacieux. Et ça me désole. Et en fait, non, je ne suis pas choquée parce qu'en fait, je sais très bien que cette gauche est complètement empêtrée dans cette sorte de lubie comme ça, où surtout, il ne faut pas parler au Rassemblement national. Voilà, c'est tout. C'est nul. Oui, Gilles. Moi, je suis choqué pour plein de raisons. D'abord... c'est tellement stupide qu'il a été rembarré. La porte-parole du gouvernement a dit c'est pas le point de vue du gouvernement. Il a été obligé de rectifier lui-même en disant ah non, je parle des idées, tellement il était ridicule. Deuxièmement, c'est un homme politique qui est quand même fragilisé parce que dans son coin là-bas, on lui reproche de cumuler les fonctions, d'aimer avoir plusieurs casquettes et d'accumuler les revenus. Et troisièmement,
on combat les idées, si on veut. C'est ce que je fais du Rassemblement national. Mais on ne jette pas aux chiens en les méprisant d'un air condescendant 11 millions de gens qui sont dans la difficulté, qui, pour diverses raisons, ont voté pour un parti comme le Rassemblement national. Donc je trouve ça désastreux. C'est d'une, j'allais dire une connerie, c'est d'une stupidité sans nom. Thomas Guénolé. Il y a des électeurs du RN qui nous regardent. Ça ne m'a pas échappé. Et je voudrais leur dire, avant de poursuivre, que je ne les juge pas et que moi, je veux juste les convaincre d'arrêter. Je dis ça parce que ce que je vais dire va probablement les énerver. Donc je dis juste que moi, je suis dans le dialogue. Je ne suis pas en train de m'attaquer à eux. Je sais, bien sûr, Thomas. Sachez, voilà, pour votre gouverne, que dès que vous ouvrez la parole, vous énervez énormément de monde. Donc c'est pas la peine. Il y a aussi des gens. Il y a aussi des gens de RN. Voilà, oui. C'est contrasté. Les gens du RN. C'est contrasté. Il y a aussi des gens qui aiment beaucoup ce que je raconte. C'est bien, mais sinon, il faudra commencer. À chaque fois que vous parlez, vous devrez dire ça. Non, là, je le dis particulièrement parce que quand vous dites à des gens qui votent RN que le RN n'est pas un parti respectable, ils peuvent le prendre à tort comme une attaque envers eux, électeurs du RN, alors qu'on peut parfaitement respecter les électeurs et penser qu'ils font. Il m'énerve déjà. Et penser qu'ils font une gigantesque connerie. Bon, et une de mes raisons, c'est que le député RN du Var, Frédéric Boccaletti, c'est l'ancien propriétaire à Toulon d'une librairie antisémite et négationniste. Et ça, je trouve pas ça respectable, par exemple. Est-ce qu'on peut revenir sur François Rebsamen? Mais oui, Rebsamen, je comprends totalement. Est-ce que vous êtes choqué par ce qu'il a dit? Non, je suis d'accord avec lui. D'accord. Je suis totalement d'accord avec lui. Mais j'ajoute. Pourquoi il rejoint Bayrou? Je peux vous dire juste un truc, Thomas, juste parce que vous allez me dire, parce que vous êtes politologue. Non, mais c'est vrai, donc là, c'est important. Alors là, dans ce cas-là, si je vous réponds comme politologue, ce sera dans l'analyse, ce ne sera pas mes opinions. Exactement. On est d'accord. Ah oui, parce que mais parlez plutôt avec votre tête plutôt qu'avec votre cœur. Thomas Guénolé, on est d'accord que le gouvernement tient que parce que le Rassemblement national les tolère pour l'instant. Ok. C'est vrai, on ne va pas se mentir. Dans ce cas-là, donc est-ce que même, franchement, il y a une info que vous avez pas. C'est très mal joué de la part de François Rebsamen. Gilles Verdez est loin de défendre les idées du Rassemblement national, mais tactiquement, Gilles est d'accord. Gilles, que c'est une bêtise. C'est stupide, c'est stupide. Alors, mais c'est pour ça que tout le monde lui est tombé dessus. Bien sûr. Il a dû avoir un coup de fil du Premier ministre direct qui lui a dit arrête tes conneries. François Bayrou, là, je peux te dire qu'il va bien sûr. Tu vas venir à Pau, tu vas voir. C'est chaud, encore une autre comme ça. Je vais te la faire, la Pau. Oui, merci. Il y a quelque chose que vous savez peut-être pas et qui explique, et je le dis parce qu'il l'a dit lui-même publiquement à plusieurs reprises, François Rebsamen, il est franc-maçon. Oui. Et quand vous êtes, les gens qui ne se sont jamais intéressés à ces milieux-là ne le savent peut-être pas, mais quand vous êtes franc-maçon, l'extrême droite, c'est pas juste une force politique comme les autres, c'est votre ennemi politique héréditaire. C'est des histoires comme l'affaire des fiches au début du XXe siècle pour les gens qui ont l'histoire, etc. Et donc, Raymond, il connaît deux maçons aussi. Et donc, non mais je te dis, il connaît des maçons hyper francs. Honnêtement, on ne peut pas faire comme si c'était pas une information. François Rebsamen, ça veut dire que l'engagement de toute sa vie, le plus important, c'est un engagement spirituel. C'est d'être contre l'extrême droite. Alors, moi, je suis d'accord. Alors, il n'y va pas. Alors, je vais t'expliquer quelque chose. Alors, parce que parfois, il y a des sujets, il y a des combats sur lesquels on ne peut pas transiger. Et il est dans ce cas-là. Écoute, laisse-moi parler parce que là, tu dis des bêtises, Thomas. Non, je décris. Non, en fait, tu dis des vérités, mais qui vont le mettre dans la merde encore plus. Non, c'est François Rebsamen, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que François Rebsamen, il a un combat de toute une vie, c'est le Rassemblement national. Mais il va quand même à la soupe quand on l'appelle pour être ministre, alors que c'est le Rassemblement national qui dit ah oui, je veux bien que François Rebsamen soit ministre, parce que crois pas, Marine Le Pen, elle dit oui, lui c'est bon, lui non, lui il sort, non, Xavier Bertrand, non, j'en veux pas, ouais, Rebsamen, d'accord, allez, je veux bien celui-là, un ministre de gauche, allez, je veux bien Rebsamen. Donc, il est là pour aller être ministre et pour prendre pour avoir le chauffeur, le cuisinier, tout ça, pour dire ah bah tiens, je suis revenu ministre, mais par contre, et là, ces idées contre le RN, il les oublie. Je suis là, les mecs, mais attention, quand même, parce qu'à mon avis, il a dû se prendre une volée de bois vert par ses potes, là, qui lui ont dit, ouais, comment ça se fait que tu as été dans ce gouvernement? Donc il s'est dit, tiens, demain j'ai une télé, demain j'ai BFM, je vais quand même faire une petite sortie, quand même, parce que là, sinon je vais en prendre plein la gueule. Donc là, je vais faire une petite sortie pour dire, moi, je parle à tout le monde sauf au RN. Donc voilà, donc le mec, en fait, c'est complètement contradictoire. Alors moi, j'aurais aimé que François Rebsamen dise, les gars, je reviendrai au gouvernement, mais quand le RN ne sera pas décisionnaire de qui est au gouvernement et qui ne l'est pas. On est d'accord, Fabrice? Absolument. Crache dans la soupe. Non, il y a deux choses. Non, mais Thomas, c'était très intéressant ce que tu as dit. Non, mais je dis, Thomas, c'était très intéressant ce qu'il a dit. Si, c'était très intéressant parce que ça nous a montré, en fait, le cheminement du gars. C'est un engagement profond, ça. Oui, mais profond, s'il a un engagement profond, il refuse le poste. J'explique. Si tu as un engagement profond, tu refuses le poste. Non, c'est pas la même chose que un gouvernement d'extrême droite. Tu as un engagement profond, mais tu vas quand même aller être ministre d'un gouvernement qui est tenu par l'extrême droite. Mais il tient grâce au RN, en fait. Il tient grâce au RN. Tu sais quoi, si demain Marine Le Pen
appelle François Bayrou et lui dit, écoute-moi bien, tu me le sors, lui. Hein. Tu me le sors tout de suite parce que sinon, je vais mettre une motion de censure. Je peux te dire, il ne fait pas 2 jours. Il est dehors, donc il le sait très bien. Merci. Il y a 2 choses pour moi. La première, c'est que ça me saoule. Ça me saoule. Ça me saoule, ça me saoule et ça me saoule. Cette république des petites phrases. Cette république en permanence, effectivement. Encore une fois, est-ce que vous pourriez juste 2 minutes regarder l'état de la France? Bien sûr. Est-ce qu'on pourrait juste 15 secondes, le temps d'un arrêt sur image, regarder où en est la France et se demander si à un moment donné, on a un gouvernement qui tient, qu'est-ce qu'il est, devrait-il tenir, j'en sais rien. Le fait est qu'aujourd'hui, il est là. Et qu'aujourd'hui, il faut arrêter de parler, il faut agir. C'est tout. Fin de l'histoire. Point à la ligne. Et donc peut-être que quand on est ministre, on a peut-être le droit de sortir du paradigme des petites phrases pour entrer dans celui des grandes actions. T'as raison. Et que souvent, eh bien, à défaut de grandes actions, on a des petites phrases. C'est ça, premier élément. Deuxième élément, je voudrais dire une chose à Thomas et à Gilles. Arrêtez. Arrêtez de dire... Il n'a rien fait, le pauvre Gilles. Le pauvre Gilles, il n'a rien fait. Attendez, je fais pour l'ensemble de mon âge. Vous savez. Le pauvre, il n'a rien fait, il a oublié son passeport, il devait partir au Sénégal, il est comme un con ici. Si vous ne savez pas ce que je vais dire, si vous ne savez pas ce que je vais dire, c'est difficile de dire que j'ai tort. Le premier point, c'est de dire, je vous entends parler des électeurs du RN en disant, on n'a pas à les juger, machin, comme si voter RN devenait quelque chose qui finalement était anormal, dont on devrait presque s'excuser, rougir. Non mais je vous juge pas, vous faites ce que vous voulez, mais quand même. Je vous rappelle quand même que le RN est un parti qui a toute sa légitimité, comme la France insoumise, dans la République française, parce que c'est le propre de la Constitution française. Et que ne vous en déplaise, on n'a pas à justifier les choix politiques qu'on fait, qu'ils soient à l'extrême gauche, à l'extrême centre ou à l'extrême droite. Ils font effectivement, c'est le propre de la démocratie, de ne pas avoir à se justifier. Et donc de dire, non mais bon, les électeurs du RN, vous comprenez, je vous aime bien, mais bon, non, ça c'est non. Les Français votent pour qui ils veulent, sans que personne n'est allé juger. Enfin, dernier point, vous avez dit quelque chose, Gilles, avec lequel je suis forcément d'accord, c'est on combat les idées et pas les hommes. Bravo, oh, c'est fort ce qu'il dit. Vous avez ça. J'ai pris une babouche dans la gueule. Et on les combat à la loyale. À la loyale. Oui, qu'est-ce que... oui, non. Oui, attendez, je voulais juste Polska, parce que comme elle avait mis non. Ouais, du non, donc pour moi... attendez. Merci, remettez votre nom, merci. Ça va les ongles? Ça va. Donc, respecter un parti politique, c'est pas obligatoire. Donc pour moi, à partir de là, il dit ce qu'il veut, tant qu'il n'appelle pas à interdire le parti. Voilà. D'accord. Enfin, moi, j'appelle à interdire le parti. Si vous croisez le capitaine Crochet, faites attention. Vous savez comment il est mort, le capitaine Crochet? Ouais. C'est gradé les couilles. Ça a avancé, oui, ça fait rire, ça fait avancer le débat. Oui. Bah oui, Raymond, très vite. Quand je vois des hommes politiques, je suis toujours en admiration depuis tout petit. Je me dis, c'est des hommes politiques, ils dirigent le pays, c'est eux qui nous portent, c'est grâce à eux. Nous, on a voté, maintenant, on a mis notre destin dans leurs mains. Et plus les années elles passent, là, ces dernières années, je vois des pitres, je vois des guignols, je vois des gens d'une bêtise, où je me dis, mais il y a tellement de gens de meilleure qualité que eux. Lui là, il dit, alors, je vous dis 11 millions, 13,5 millions aux élections. C'est pas 11 millions, c'est 13,5. Vous pouvez rajouter encore. Et moi, si j'étais un électeur du RN, si demain je votais RN, et que j'ai des gens comme ça qui se présentent devant moi et qui m'insultent et qui me disent « je respecte pas, t'es qu'une merde, tu sers à rien », ou comme Thomas, je veux t'interdire. Je vais continuer à voter RN. Tu confonds le parti et les électeurs, tu fais exprès ou quoi? Je vais continuer à voter RN encore plus fort. Vous allez me donner la force nécessaire. Au lieu de combattre les idées, j'ai dit 50 fois au lieu de combattre les idées, qu'est-ce que vous faites? C'est de la merde, c'est de la merde. Il a oublié. Barnier, il a fait pareil. Hein. Barnier, il est arrivé, il a dit ouais, c'est moi qui commande. Marine Le Pen, elle a dit stop, il a dégagé. Il est en train de faire la même chose. Non, mais on a le droit d'avoir des convictions quand même. Je trouve que tu te mets un petit peu trop la rate. Non, mais tu peux pas insulter les gens. Tu peux pas. Mais c'est pas une insulte envers les électeurs. Non, mais il est seul. S'il veut pas aller dans le gouvernement, il y va pas. Il rend la voiture, il rend les tickets. Ça m'énerve. Alors, je vais te dire pourquoi il est comme ça. Non, mais les
des lecteurs de merde. Je vais vous donner une info sur François Rebsamen. Non, stop. Je vais vous donner une info sur François Rebsamen, parce que là, c'est quand même un génie. Lui, à mon avis, je t'explique, dans une semaine, il est chez lui en train de faire de la moutarde à Dijon. Le ministre François Rebsamen cumule 2 mandats, augmente ses indemnités et est parfaitement à l'aise avec ça. En plus de cumuler ses fonctions de ministre de l'aménagement du territoire et de président de métropole, François Rebsamen s'est augmenté de 25 000 € par an. Contrairement au Premier ministre, il refuse de renoncer à son indemnité locale. Bon, François Rebsamen, alors oui, là, à mon avis... Il va peut-être pas tenir. Hein. C'est ses sous. S'il avait des idées derrière ça, je m'en fous qu'il prenne 25 000 balles. Mais au moins, garde tes idées. Sois honnête avec tes idées. Le RN n'existe pas, le RN n'est pas respectable. Je ne vais pas dans ce gouvernement parce que c'est le RN qui commande. Il y a une motion de censure dans 48 heures. Ils vont sauter tous un par un avec ces conneries-là. Au lieu d'aller combattre les idées du RN, va combattre les idées. Ouais, je respecte pas les RN. Par contre, les 25 000, mets-les dans la poche droite, s'il te plaît. Mets-les dans la poche droite. C'est quoi ces mecs-là Oui, à 92%. Merci. Oui, à 92,5%. Merci. On se retrouve dans un instant. On va revenir sur l'affaire Brad Pitt. Ça rebondit. Et il y a un acteur qui s'est fait attaquer par une raie. Non, mais c'est vrai. On va en parler dans un instant. Non, on a du très très lourd. Merci. Vous avez vu 95. Merci. À tout de suite. Merci. Merci d'être avec nous, il est 20h48, on est en direct, ça touche pas mon poste. Merci d'être aussi nombreux à nous regarder. Juste après l'émission, je crois qu'il y a Mongeville. Oui. Non, ouais, c'est Mongeville, on l'a remis le mercredi. Il me semble que c'est Si, je crois que c'est ça, je crois qu'on l'a remis le mercredi. On l'a remis le mercredi, exactement, parce que le samedi, le dimanche, ça marchait moins bien et les gens n'avaient pas compris. Donc je leur avais dit, on avait fait une connerie, pas pourquoi on l'a mis le dimanche, on leur a dit, il faut le remettre le mercredi. Donc ça y est, on l'a remis le mercredi, on apprend de nos erreurs. Merci. C'est important. Quoi ? Vous apprenez de vos erreurs, vous. Il y en a d'autres qui n'apprennent pas de leurs erreurs. Barnier, il s'est fait virer, l'autre, il refait la même chose, il va se faire virer. T'es encore chaud du débat d'avant, toi ? Un acteur attaqué par une raie. Oui. Alors, ça c'est un événement, c'est rare en plus, parce que les raies, elles n'attaquent pas souvent. Hein. Et en fait, vous n'avez jamais été attaqué par une raie ? Ah non, jamais. Alors c'est Patrick Puydebas, vous savez, c'est le Nicolas dans Hélène et les garçons, évidemment. Oui. Et s'est fait attaquer par une raie. Oui, il est en train de tourner en ce moment les séquences The Island pour M6. Alors, il a déjà tourné. Non, oui, il a déjà tourné. C'est bon, bien sûr. On sait que vous faites partie du groupe M6. C'est bon, vous connaissez, que ça s'est tourné il y a longtemps. C'est la saison 5 qu'il a tourné sur l'île du Bagne. Et en fait, il est allé, vous savez, ils ont simplement 3 couteaux, 3 machettes, une trousse de secours et 10 litres d'eau pour faire 28 jours. Hein. Ah ouais. 10 litres d'eau, moi je les bois. 10 litres d'eau, je les bois en 2 jours. Oui, à mon avis, ouais. Et donc, et là, il est allé pêcher son poisson lui-même avec une machette. Ah, il n'est pas tombé sur Géraldine Et en fait, il y a une raie, parce qu'elles ont une épine sur la queue, les raies. Ah oui. Et alors, c'est une raie avec une... Alors, la queue, vous voyez une raie un peu, hein ? Bien sûr. Une raie. Et elles ont une épine sur la queue. Ça fait longtemps que j'en ai pas vu, mais bon. Très violent. Menteur. Oh, vous êtes bien placé. Très violent. Où ? Non, je sais pas. Ça fait longtemps que j'ai pas vu de raie. Hein. D'accord. Ah oui. Moi, je ne m'occupe pas de votre vie personnelle. Hein. On s'appelle, on se voit. Bon. Donc, en essayant d'attraper son poisson, la raie, elle lui est sautée dessus, elle lui a mis l'épine dans le pied. J'aimerais tellement qu'une raie me saute dessus, moi. Oui, en ce moment. Oh, les tarés. Non. Et non, celui-là. Et alors, bref. Qu'est-ce qui lui arrive à Terracotta, là ? Non, mais ça rigole. Et alors, donc, elle lui a mis l'épine dans le pied. Ah ouais. Et puis. J'ai eu peur. Je me suis dit, je croyais qu'elle avait mis la raie dans la raie. Je sais que c'est compliqué. Non. Et alors, elle lui a injecté un venin, évidemment. Ouais. Et ça provoque bien sûr c'est mortel parce que ça provoque une septicémie, donc paralysie totale, et c'est très grave parce qu'on peut en mourir. Ah bien sûr. Donc ça va mieux. Ah bah là, je pense qu'il est sorti d'affaire, mais enfin il a eu. Faire attention aux raies, hein, je vous l'ai dit. Hein. Même pour ceux qui sont au Cap d'Agde. Hein. Surtout d'ailleurs, oui. Élodie Gossuin, j'aime beaucoup. Oui, Élodie Gossuin. Elle n'aime pas Leonardo DiCaprio. Pourquoi ? Non, elle a fait cette confidence hier matin. Parce que quand elle a été élue Miss France en 2001, elle a été invitée dans beaucoup de soirées. Et puis, dans une soirée, il y avait Leonardo DiCaprio qui était présent à cette soirée. Et puis, à un moment donné, il l'a un peu dragué, évidemment. Qui, Leonardo DiCaprio ? Oui, il lui a donné son numéro de la chambre à l'hôtel Crillon, place de la Concorde à Paris, où il résidait. Ah ouais, mais c'était le Crillon, c'était un HB.
Non, non, c'est l'hôtel Crillon, place de la Concorde. Et en fait, elle l'a trouvé, elle a dit qu'il n'était pas classe. Elle s'est sentie humiliée quand il lui a donné le numéro de la chambre. C'est pas vrai. Ah ouais, mais on peut comprendre en même temps. Bon. Ah ouais, bah moi. Enfin, je pense qu'il avait envie de prendre un dernier verre avec elle. La dernière fois que je l'ai vu, moi, c'était sur un bateau. Ah oui? Oui, dans Titanic. Non, je l'ai vu un jour à l'aéroport. On s'est croisés. C'est vrai? Ah oui, il est venu me saluer. Ah, Leonardo? Sûrement. Ça fait plaisir. Ah, je vous jure que c'est vrai. Ah bah oui. Pas une vanne. Les mecs, il est arrivé, il sortait de l'avion, et les mecs lui ont dit, ils m'ont dit, il y a Leonardo DiCaprio, vous allez le croiser. Transavia, EasyJet, Ryanair, et j'ai vu Leonardo DiCaprio qui est venu me saluer très gentiment. Ah. Voilà, on a parlé de 2 minutes et voilà. Vous avez parlé de quoi? Ça peut te foutre. Ah non, mais c'est une histoire incroyable. C'est personnel. C'est fou avec le monde qu'il y a dans les aéroports de se croiser comme ça, les 2 stars. Il y a eu un eye contact. Tac, c'est fou. Avec le monde, il y a. Non, c'est le commandant de bord qui me l'a amené. Ah, bah oui, ça change tout. Oui. Il a dit voilà, c'est monsieur, tout ça. Vous étiez placé devant, du coup, près du cockpit. Issu de secours. Ok. La place pour les jambes. C'est quel numéro? Le 10. Non, c'est le 11. Et ça le fait rire. Ça le fait rire. Ça fait rire. Lui, c'est magnifique parce que lui, il a toujours l'impression d'être en business en avion. Bah oui. Bah lui, je peux dire qu'il peut allonger ses pieds même en écho. Il est tranquille. Même sur la dernière fois qu'il est venu dormir à la maison, j'ai dû sortir le lit bébé. Oui, c'est vrai. J'ai retrouvé le matin avec un rocher. Speedy dans le bidet. Ah lui, tu déménages, faut faire gaffe de ne pas le mettre dans les cartons. Hein. La merde. Merci. Alors oui. Je parle d'Etienne Daho, tiens. Etienne Daho? Oui, 68 ans, hier. Il n'est pas. Et je l'ai vu ce week-end. J'étais à Rome. Ouais. Ah ben non, parce qu'il vit à Montmartre. Et vous savez, depuis 1987, il habite Montmartre et il avait acheté la maison d'un célèbre personnalité du siècle dernier même. C'est qui, Isabelle Morini-Bosque? Non, Buffalo. Et non, plus vieux. Buffalo Bill. Impossible. Non, Buffalo Bill. Bah oui. Je le connais très bien, il a ouvert des restaurants. Buffalo Bill. Ah, mais c'est vrai. Il faisait des entrecôtes à l'époque. Sans rigoler. C'est comme ça qu'il a fait fortune, Buffalo Bill. Non, mais la star du Far West. Eh oui, mets-nous l'entrecôte. Mets-nous un carré d'agneau, va. Oui. Alors il était d'ailleurs présent, Buffalo Bill, le 31 mars 1889, à l'inauguration de la Tour Eiffel. Non, c'est pas vrai. Il était déjà là, Buffalo Bill, avec Sarah Bernard. Il y avait Hippopotamus. Non, oui. Bon, non, alors, pourquoi il aime Montmartre? Parce que il avait en fait des grands-parents qui tenaient une brasserie. Etienne Daho. Non, je suis revenu sur Etienne Daho. Ah, d'accord, parce que là, j'ai dit, il est vraiment en train de nous parler de Buffalo Bill. Bah, oui. Non, pourquoi Etienne Daho adore Montmartre? Parce que ses grands-parents tenaient déjà une brasserie. Eh bien, il a la maison de Buffalo Bill. Si vous la cherchiez, elle est là-bas. Merci. Qu'est-ce qu'il faut à Montmartre? Vous devriez jouer dans un truc, vous. Ah bon? Boule et Bill. Au pluriel. Au pluriel. Voilà, donc il est très heureux dans cette maison parce qu'il y a des bonnes vibrations. Laure Manodou. J'aime bien, j'adore. Oui, alors ça, c'est un truc qu'il ne faut pas manquer dimanche soir, 19 janvier. C'est quoi? Puisque Canal+ va diffuser un documentaire qui s'appelle L'or. Ah ouais. On fait de la pub pour Canal+, maintenant. Ben non, mais... Vous avez déjà vu faire de la pub pour C8, Canal+? Non, moi, non. Non, mais je donne l'information, parce que c'est une information, elle a un public. Il faut savoir que... J'ai jamais vu Canal+ faire de la pub pour C8. Sur Canal+, on a l'impression que Touche pas mon poste n'existe pas. Donc, je ne vois pas pourquoi on va faire de la pub pour Canal+. Donc, bon, alors, simplement, comme en ce moment, elle fait un peu toutes les émissions de télé, pour parler de ce documentaire, et qui va passer, et probablement... Ça, sur quelle chaîne? Sur Canal. La 4, c'est encore la 4. C'est encore la 4. Et alors... C'est plus la 4. Ah non, on est en 26 juin, là. C'est encore la 4. C'est encore la 4. Reste sur Red Samen, là, tu nous fais chier. Merci. Tu nous fais chier, là. Reste sur François Red Samen, là, tu nous emmerdes. Oui. Et en fait, donc, elle est très heureuse, elle parle de ses 3 enfants, elle parle de sa vie. C'est quoi? Non, mais l'info, c'est qu'elle a plus ou moins... Alors, j'ai essayé d'avoir Laure Manodou la dernière fois. Sachez qu'elle travaille de ouf. Ah oui. Elle est tout le temps sous l'eau. C'est un truc de ouf. Non, mais qu'est-ce qu'on l'info? Elle est probablement à nouveau amoureuse. Non. Elle est divorcée. Jure sur la vie. Non. Ah non, mais moi je jure sur personne. Moi. Non, mais franchement. C'est-à-dire que oui. Jure sur vous la savez vie qu'elle est divorcée. Elle est divorcée de Jérémy Frérot. Bien sûr. Évidemment. Ouais. Avec qui elle a eu 2 enfants adorables. Et là,
là, quand on lui pose une question, alors aujourd'hui, l'amour, tout va bien, et elle a les yeux qui brillent. Non, mais pourquoi vous l'avez vu? Il n'y a pas de confirmation. Vous êtes sûr que c'est pas parce qu'elle sortait de la piscine qu'elle avait les yeux écribillés? Non, mais je déconne. C'est pas possible. Michel Marie, vous en foutez de ce qu'on dit? Je vois, il est comme as. C'est comme ça. Ah, sans déconner. Merci. Ouais. Ça vous intéresse pas, n'en écoutez pas les autres. Hein. Merci. Je me concentre sur mes sujets. Merci Michel, vous êtes formidable. Et je voulais vous parler des passions des stars. Parce que vous savez qu'hier, on avait parlé... Pardon, vous savez que les stars on va parler de passions. Alors, parencèse sur Pascal, hier, on avait confirmé... Non. Affirmé. On avait affirmé qu'il a la passion des puzzles. Des puzzles. Bon. Alors, je connais bien Pascal. Oui. Je ne dois pas faire un puzzle. Hein. Ouais. Mais bon, donc moi, il m'a écrit, il m'a dit, je déteste les puzzles. Et vous avez la preuve qu'il les aime. Alors, j'ai une information, parce que j'ai vérifié, je donne jamais mes sources, mais là, je vais donner quand même la source. C'est qui vous a dit ça? Ravensburger? Non, c'est Paris Match. Il avait fait une interview avec Benjamin Lecoge le 30 juillet 2010. Ouais, ça fait 15 ans. Ouais. Et t'as retrouvé le bail? Non, mais, et alors? Non, mais t'as ramené les preuves? Non. Ben, allez voir sur Internet. Hein. Si t'as pas les preuves, moi aussi, je peux dire, ma mère, elle a fait des confitures il y a 2 ans. Non, mais vous tapez... Voilà. C'est énorme. Mais c'est pas parce que c'est un fake. Généré avec l'intelligence artificielle. Ouais, voilà. Non, mais ça c'est nos équipes. Les auteurs, d'accord, oui. Ça, c'est nos équipes. Mais je précise l'interview. Non, mais je précise. Dans l'interview, il explique en 2010, on est en juillet 2010 pour Paris Match, et Benjamin Lecoge, grand reporter à Paris Match, il est arrivé chez lui, et il y avait sur la table du salon un puzzle des Beatles qu'il était en train de faire. Ah, bah oui, c'était voilà. Et il expliquait que lui, il est capable de faire un puzzle de 5000 pièces en 3 semaines. Non, ah ouais. Voilà. Il l'a expliqué dans l'interview. Alors, il a parlé de sa passion pour le Scrabble, sa passion pour les GPS. C'est incroyable. Parce qu'il est capable de, lui, quand il monte avec un chauffeur... Non, mais allez voir ce Paris Match du 30 juillet 2010. D'accord. Il y a quoi comme autre passion? Alors, les passions, dans les grandes passions, Katy Perry. Non, Katy Perry. Katy Perry, alors c'est une passion étonnante, c'est les cheveux et les poils. Non. De célébrité, hein. Les cheveux et les poils de célébrité. Voilà. Elle a récupéré récemment une mèche de cheveux de Michael Jackson. Non, parce que si elle aime bien les cheveux et les poils de célébrité, à mon avis, il faut qu'elle aille dans le slip de Bernard Montiel. Vous savez comment? Vous savez ce que disent les gens? Non. Ça touffe m'étouffe. Non, mais c'est vrai. Ta touffe m'étouffe. Voilà, mais... Non, c'était Lynn Renaud qui disait ça. Ah ouais? Dans un film. Lynn Renaud, elle a dit ta touffe m'étouffe? Ouais. C'était pour désigner un 69. Allez voir, c'est un texte. Je suis à 2 doigts de vous faire sortir, je vous le dis. Heureusement que vous avez des petites jambes parce que ça prendrait trop de temps. Non mais c'est... Non mais je te le dis. Vérifiez. Alors, elle a acheté 10 cm de jambes en plus, tu sortais, je te le dis. Je te le dis. Quelle chance. C'est dans le même Paris Match que... Non. Alors, c'est un texte de film. Alors, elle a acheté récemment les cheveux de Michael Jackson. Elle collectionne tous les cheveux de célébrités. Antonio Banderas, etc. Là, Thomas Guénolé? Les Beatles. C'était il y a longtemps. Thomas Guénolé, non. Je crois pas, il y en a plus. Non. Et moi, je vous ai ramené parce que je voulais vous montrer les cheveux d'une célébrité en France. Tu vas les sortir d'où? Je les ai là. Ah merde, fais voir ça. Ah merde. C'est les cheveux de qui, ça? Voilà. Oh là. Ah mais c'est les cheveux de Claude François. Putain, c'est incroyable. Ça, c'est pas des sourcils, ça? Non. Non, c'est les cheveux qu'on lui a coupés, sa coiffeuse qui était responsable de sa coiffure et de son brushing. Pourquoi tu vas le vendre, ça? Non, il n'est pas à vendre. Mais vous voyez, parce que même en France, il y a un marché de la mèche de cheveux et des poils. Par exemple, Amanda Lear, quand vous allez chez elle, à Londres, elle a un tableau. Non mais tu vois, peut-être, je n'arrive jamais au bout de mon histoire. Tu parles de poils, t'enchaînes sur Amanda Lear, c'est insupportable. Oui, non, franchement, les gars, parce que je suis pas venu pour ça. Non, mais franchement, je ne fais pas cette émission pour ça. Amanda, vous savez qu'elle était une très grande peintre. Elle avait fait un portrait de Salvador Dali, et Salvador Dali, à l'époque, lui avait donné les poils de sa moustache. Ah, d'accord. Qui est très célèbre. D'accord, ouais, j'ai eu très peur à un moment. Et alors franchement, vous, si on devait vous raser les glaouis, là, il faudrait, franchement, parce qu'avec ce que vous avez comme surface... Tu peux un bâtiment. J'ai horreur de ça. Et vous, non, mais il peut avoir un feu de forêt dans ce slip. Ah non, merci. Et alors, elle a collé sur son tableau, Amanda, elle a collé les poils de la moustache sur le tableau qu'elle avait fait de Dali. C'est une œuvre exceptionnelle. D'accord, merci. Voilà, donc ça existe. Et il y a un marché. Johnny Hallyday, c'est entre 5 et 8 000 ses cheveux.
Ah ouais? Clo-Clo, on a entre 5 et 8, 10 000, 15 000, ça dépend. C'est plus rare parce qu'il a une carrière plus courte, hélas. Après, ça va, Michel? Oui. Allez, c'est bon. Voilà. Merci. Allez, merci. On va passer aux 5 sujets du jour. Un diamant d'une valeur de 170 000 € a été volé, Michel. Ouais, c'est une histoire incroyable. C'est le 20 décembre. Un joaillier de la place Vendôme va chez un client, récupère un diamant d'une valeur de 170 000 €, le met dans une enveloppe, le met dans sa poche et rentre à son atelier pour effectuer la réparation. Et arrivé à l'atelier, il n'y a plus de diamant. Il l'a perdu en route. Non. Si. Oh, le con. C'est quelle taille, 170 000 € pour un diamant? 170 000 €, c'est petit. C'est pas très grand, c'est quand même, c'est de l'argent. C'est genre une pièce de 1 €? Non, une pièce de 1 €, c'est 500 000 €. Bien sûr. Non, c'est comme ça. C'est petit. C'est petit, hein. Bref, il l'a perdu. C'est grand, mais c'est petit. C'est petit, c'est genre ça. Ouais. Genre voilà ça. Ok. Il avait 200 mètres à faire, il l'a perdu, c'est tombé de sa poche. Donc il va déposer plainte au service de police. Ouais. Fort heureusement, il y a des caméras de vidéosurveillance absolument partout à cet endroit-là, puisqu'on est près de la place Vendôme. Bien sûr. Et là, les policiers retrouvent très vite, ils voient l'enveloppe tomber de la poche du joaillier, donc il n'a pas raconté d'ânerie. Et quelques secondes plus tard, on voit un individu qui se penche, qui se baisse, qui ramasse l'enveloppe et qui la met dans sa poche. Oh, le con. Et donc on a l'image de ce personnage. La police fait ce qu'on appelle une enquête de voisinage. Voisinage, c'est-à-dire qu'ils vont voir les voisins. Ils vont voir les voisins. Tout simplement, quoi. Ils ont la photo de celui qui a ramassé l'enveloppe. Et finalement, ils ont un témoin qui leur dit: mais si, c'est le monsieur qui travaille chez Engie. Non. Engie, la lumière. Oui, la lumière. Non, c'est pas vrai. Oui, il est responsable de la maintenance d'un immeuble place Vendôme. Incroyable. Et il avait pris donc là, il est identifié par la police, il est interpellé et il va avouer, c'est pas un délinquant, c'est un type qui a 50 ans. C'est ouf. Sauf qu'il a trouvé ce diamant, il s'est dit tiens, c'est la bonne affaire, je vais le revendre. Et il l'a restitué donc au service enquêteur. Incroyable. Parce que c'est illégal de ne pas rapporter quelque chose qu'on trouve? Bah bien sûr que si. Là, c'est pas vraiment. On trouve, on le prend. Non. Écoutez, en tout cas, écoute, il a fait. Je sais pas. Voilà, merci. Gilles Verdez, Zinedine. Oui, alors tout part de l'interview de Didier Deschamps quand il annonce « J'arrête les Bleus après la Coupe du Monde 2026 ». Et depuis, il y a des gens qui se déchaînent et qui disent « Il devrait être viré dès maintenant, dès cet hiver ». Non, mais ils n'ont pas raison. On fera la Coupe du Monde comme prévu. Ouais. Exactement. Ah oui. C'est par exemple Michel Moulin, qui est ancien conseiller sportif du PSG, ancien candidat à la Fédération. C'est un ami. Voilà, qui a déclaré quand même des mots forts. Oui, mais c'est un ami. Oui, bien entendu. C'est dramatique, c'est irrespectueux. Deschamps utilise les pièges jaunes, on ne parle que de lui, c'est inadmissible. Là, j'ai deux amis, là. Voilà. Qui se contredisent. Et il dit, si j'étais Diallo, le président de la Fédération, aujourd'hui, si je suis courageux, j'accepte la démission de Didier Deschamps, mais elle est immédiate. Oui. Alors, c'est quoi l'histoire? L'histoire, c'est qu'il y a des déclarations. Bon, alors, ça veut dire que Zidane devrait être nommé dès maintenant à la tête des Bleus, dès cet hiver. Déjà, Zidane, c'est pas sûr que ce soit lui qui soit nommé. Exactement. Parce que moi, je vous dis. Vous avez parlé de Thierry Henry la dernière fois. Exactement. Ouais. Moi, je pense que Zidane, il passera pas derrière Didier Deschamps. Après, je peux me tromper. En plus, on va voir ce qu'ils vont faire en Coupe du Monde. Mais Didier Deschamps, c'est quand même l'entraîneur qui a le plus gros palmarès. Voilà, c'est un truc de fou. Et Deschamps et Zidane ne sont pas très proches. Non, Deschamps n'avait pas aimé que Zidane, auprès de Noël Le Graët, se porte en 12 candidats pour prendre son poste il y a quelques années. Exactement. Merci. Et Thierry Henry? Quoi? Ça pourrait être Thierry Henry? Bien sûr, ça pourrait. Merci. Pas tombé. Oui, ça va, si tu fais gaffe, t'es pas tombé quand même. J'ai cru sur une chaise longue. Alors, allez. Un enfant. Alors ça, c'est franchement un drame encore. Michel Marie, on n'en peut plus d'entendre des larmes comme ça, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je suis assez d'accord, on n'en peut plus. Et ça fait écho à une affaire dont j'avais parlé il n'y a pas très longtemps sur votre plateau. Ça se passe également dans un hypermarché. C'était le 8 janvier, un homme qui a commis un viol sur un enfant de 7 ans et il se trouve qu'il est le beau-père de cet enfant et il l'a violé dans les toilettes de l'hypermarché à Fayette, dans le département de l'Aisne. Et alors pour des raisons que j'ignore pour l'instant, il a été surpris en flagrant délit par les gendarmes. Donc est-ce qu'il faisait l'objet d'une surveillance de la part de la gendarmerie? Quand ils l'ont vu rentrer dans les toilettes avec l'enfant, ils l'ont interpellé. Toujours est-il qu'il était le beau-père de cet enfant et qu'il a quand même eu le temps de violer cet enfant de 7 ans, je le rappelle, dans les toilettes de l'hypermarché. Quelle horreur, putain. Un drame. Vraiment, c'est un drame.
En trottinette, il fait tomber 1 kilo de cannabis au mauvais endroit. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors là, c'est drôle au moins. Au moins, c'est drôle. Là, on est le 8 janvier à Châteauroux. Un individu, un jeune homme de 21 ans est en trottinette électrique. Il est sur la piste cyclable, il s'arrête au feu rouge de façon tout à fait réglementaire. Bien entendu. Et le conducteur de la voiture d'à côté lui dit « Vous avez perdu votre sac, là, un petit sac à dos ». Donc le mec sur la trottinette se retourne, voit le sac, et en se retournant et pour aller récupérer son sac, il voit une voiture de police. Et là, il se dit, il prend la fuite. Donc les policiers ont repéré son manège, ils vont bien sûr s'intéresser au sac, et en ouvrant le sac, ils découvrent 1 kilo de résine de cannabis. Et ils se sont dit, il va peut-être revenir les chercher. Donc ils sont restés sur place, ils se sont un peu cachés. Et effectivement, l'individu en question est revenu au bout d'1 quart d'heure pour récupérer son kilo de résine de cannabis. Évidemment, il s'est fait interpeller par la police. Et ça me rappelle l'histoire d'un dealer qui croise 2 mecs en civil dans la rue et il leur propose un rail de coke, et en fait c'était 2 inspecteurs de police. Oh putain, c'est incroyable ça, putain. Donc quand on n'a pas de chance, on n'a pas de chance. Tu me trouves les fesses. Sur Zidane, petite info, moi, je pense personnellement, je vois plus Zinedine Zidane aller au Real Madrid, qui va pas de ouf, mine de rien, en ce moment, et remplacer Carlo Ancelotti, plutôt que d'aller en équipe de France. Après, je peux bien entendu me tromper, Gilou. Hein. Bien sûr, tu le sais, mon chéri. Non, mais c'est une possibilité. Et là, il faudra encore qu'il attende 1 an et demi. Ça va faire long pour lui d'attendre toutes ces années. Ça va faire très long. Porte forcée, statue brisée, la basilique de Rennes vandalisée. C'est Gilles, c'est encore insupportable. C'est insupportable. C'est dans la nuit du 12 au 13 janvier, effectivement, cette basilique qui est située, la basilique Saint-Aubin de Rennes, qui est située dans le centre de Rennes, dans la paroisse de Bonne-Nouvelle, qui a été vandalisée. Et donc, il y a une statue de la Vierge de Lourdes en plâtre que l'on voit derrière vous, qui a été brisée, projetée au sol. C'est les paroissiens qui ont découvert ça. Alors, porte forcée, chaises renversées, l'église est dévastée. Et c'est vraiment une statue qui incitait au recueillement. Donc, la paroisse a déposé une main courante et la municipalité va porter plainte. Encore une bande d'abrutis, encore des génies, ça. Il y a eu de multiples dégradations dans cette église, c'est pas la première. Oui, c'est inadmissible. Avant qu'on parle de l'arnaque du faux Brad Pitt, qui est incroyable, juste le milliardaire mort dans le sous-marin du Titanic, vous vous rappelez de ça? Oui, bien sûr. Et il y a une histoire folle. Oui, c'était donc en juin 2023, ce milliardaire qui s'appelle Shahzada Daoud, qui était avec son fils, qui perd la vie dans le submersible qui descendait, retrouver le Titanic, le voir, et le sous-marin implose. Eh bien, ce milliardaire, il était pakistanais, il vivait en Angleterre, et il a une femme et 2 enfants. Il avait 2 enfants. Il reste sa fille puisque son fils est mort dans la catastrophe. Eh bien, aujourd'hui, c'est un milliardaire. Il a 350 millions de dollars de fortune, mais son épouse ne peut rien toucher, si je puis dire. 90 000 euros, c'est déjà pas mal. Mais par rapport à sa fortune, tout simplement parce qu'il n'avait pas fait de testament anglais et il vivait en Angleterre. Donc, tout est bloqué à la fois en Angleterre et au Pakistan. Voilà. Donc, le reste ira à l'État. Allez, arnaque du faux Brad Pitt, la star, incroyable. L'arnaque du faux Brad Pitt, on va vous raconter l'histoire. On va reparler de l'histoire et vous allez voir ce qui s'est passé puisque Brad Pitt a réagi. C'est un truc de fou. Donc, on se souvient que Anne, la victime de cette arnaque, a dépensé plus de 800 000 euros pour avoir une histoire avec un faux Brad Pitt qui était diligenté par des brouteurs, des escrocs. Voilà. Anne, elle est sortie du silence hier. Alors, regardez ce qu'elle a dit. Oui. Je suis en fait une femme bienveillante, je ne suis pas folle ou niaise, comme certains le prétendent et le disent, l'écrivent sur les réseaux sociaux. J'ai été arnaquée, je le reconnais, et maintenant vous savez qui je suis, et je l'assume. Je suis une femme qui est censée, si vous aviez été à ma place, vous seriez tombé dans le piège. Si quelqu'un vient et vous parle gentiment, vous dit des mots que vous n'avez jamais entendus de votre propre mari, des attentions, etc., eh ben oui, on tombe dedans. Alors, elle s'en est prise violemment à TF1 en expliquant que la chaîne avait sali son image et que TF1 n'avait fait ça que pour les audiences. Regardez. Dans ce reportage, la seule chose qu'on va retenir, c'est Anne est tombée amoureuse d'un faux Brad Pitt. Je dis bien à chaque fois, cette photo, c'est du fake. Je le vois très bien, c'est une photomontage, etc. Dans l'émission, évidemment, tout ça, ce n'est pas dit. Parce que sachez que le journaliste est resté 2 jours à m'interviewer et il a retenu que ce qu'il ne fallait pas retenir, en fait.
pour me salir mon image, et c'est uniquement dans le but de faire de l'audience. Aujourd'hui, je suis en colère face à 7 à 8 TF1 qui a osé faire une chose pareille. Alors, nous, si on avait fait ça, je peux vous dire que c'était catastrophe. On prenait une énorme amende, hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. C'est sûr et certain. Si quelqu'un se plaint derrière en plus, je vous le dis, c'est énorme amende auprès de l'ARCOM, etc. Mais il y a toujours deux poids, deux mesures. Donc Gilles. Donc Brad Pitt a réagi, figurez-vous, par le biais de son agent. Parce que l'histoire est revenue via TMZ aux États-Unis. Et donc l'agent de Brad Pitt a dit « Il est regrettable que des escrocs profitent de la forte connexion des fans avec les célébrités. Il s'agit d'un rappel important de ne pas répondre à des demandes en ligne non sollicitées, en particulier de la part d'acteurs qui n'ont pas de présence sur les réseaux. » Parce que Brad Pitt n'est pas sur les réseaux sociaux. Voilà. Alors, et il y avait déjà eu une escroquerie en Espagne. Exactement, écoutez ça, c'est incroyable. À cause d'un faux Brad Pitt. Deux femmes ont été escroquées de 325 000 € par 5 hommes se faisant passer pour l'acteur Brad Pitt. Ils ont été arrêtés. C'est fou. Alors, dans ce dernier cas, les suspects sont entrés en contact avec leurs victimes présumées sur un site internet destiné aux fans de l'acteur. Et au fil du temps, ils ont réussi à leur faire croire qu'elle avait une relation sentimentale avec lui. Voilà, et c'est absolument incroyable. On rappelle que l'arnaqueur Dan lui a estorqué 830 000 € en se faisant passer pour Brad Pitt. Il est du Nigeria, selon Marwan, un hacker repenti. Ça s'est également passé pour Keanu Reeves. Et regardez cette histoire française. Elle a même été au JT aux États-Unis. Regardez, c'est absolument fou. Dingue. Brad Pitt and his romance. On va parler de Brad Pitt et son histoire d'amour avec une Française. Enfin, elle croyait avoir une histoire avec Brad Pitt, mais ce n'était pas le cas. L'escroc qui parlait avec elle lui a envoyé des photos de Brad Pitt qui disait « Je suis à l'hôpital ». Elle s'appelle Anne. Il disait « Anne, je t'aime, j'ai besoin d'aide pour payer mes frais médicaux ». Incroyable. Alors, sachez que la production a réagi, production de 7 à 8, hein, parce qu'après les accusations d'aide, les faits qui sont rapportés dans le reportage sont des faits qu'elle rapporte directement. Les témoins qui parlent dans ce reportage sont des témoins qui parlent librement. Les documents qui sont produits sont des documents qui n'ont pas été nous ont été fournis par Anne elle-même. Jusqu'à preuve du contraire, tout ce qui est dit dans le reportage est vrai. Alors, elle, ce qu'elle dénonce, c'est le montage. Oui. Voilà, c'est ce qu'elle dit. Hein. Donc voilà, ils ont pris des choses et ils n'ont pas pris d'autres choses qu'elle aurait aimé qu'ils prennent. Nous avons retenu ce qui nous paraissait essentiel à la compréhension de cette histoire. C'est son jugement, mais je ne peux pas y souscrire. Si elle apprécie pas le reportage, je l'entends, mais on n'a rien à retirer de ce qui a été dit dans le reportage. Chacun est libre de juger de notre travail, chacun est libre d'apprécier les reportages qui sont produits à l'antenne. Ce qui compte, c'est l'honnêteté intellectuelle avec laquelle ils sont faits et la qualité du travail qui a été fait. Si Anne veut venir témoigner dans cette émission, c'est bien entendu la bienvenue, voilà, et on sera là pour l'accueillir. Hein. Il a ensuite interrogé sur les raisons qui ont poussé la production à retirer le reportage de ces plateformes en ligne. Dès lundi matin, à la suite de la campagne virulente de dénigrement et d'humiliation sur les réseaux sociaux, on s'est posé la question de retirer ou non le reportage du replay, en accord avec elle, parce que c'est elle qui a dit qu'il fallait. À mon avis, c'est elle qui a appelé pour dire vous me l'enlevez parce que c'est sûr. Bah voilà. Donc Gilles, vous l'avez vu. Absolument, voilà. C'est ça l'info. Elle a dit, vous devez retirer tout de suite le replay. Bien sûr. Ça n'a pas été honnête avec moi, vous donnez une mauvaise image, vous dites que je suis fâché avec ma fille, c'est pas vrai. Tout est faux, il faut retirer ça. Et donc ils l'ont retiré. Exactement, donc c'est elle qui a demandé. Oui. Elle pensait qu'elle serait floutée, parce qu'elle avait l'air de dire qu'elle pensait qu'elle serait floutée. Oui, elle dit effectivement. Incroyable, ça. Elle dit que la production lui a demandé d'apparaître à visage découvert pour la force du reportage. Donc ne l'a pas protégée. Voilà. Ça. Voilà. Merci Gilles. Oui, d'autres choses. J'ajoute que normalement, les escrocs vont être bientôt arrêtés et qu'elle pourrait récupérer une partie de son argent auprès de sa banque en gagnant un procès.